Dans les images les plus profondes jamais prises, on trouve de petites taches de lumière rouge qui ont amené les astronomes à se demander si l'univers n'avait pas été assemblé dans le mauvais ordre. Lorsque Webb les a découvertes pour la première fois, elles ressemblaient à de jeunes galaxies incroyablement denses, remplies de plus de lumière stellaire que le cosmos primitif n'aurait dû pouvoir en produire. Mais les spectres les plus récents racontent une histoire encore plus étrange. Une grande partie de cette lueur n'est peut-être pas du tout de la lumière des étoiles. Il pourrait s'agir du rugissement d'un trou noir géant enfoui à l'intérieur d'un cocon de gaz incandescent. Cela ne diminue en rien l'importance de la découverte. Cela l'approfondit. Car si cette interprétation est correcte, certains des plus grands trous noirs existants étaient déjà énormes avant même que leur galaxie n'ait fini de se former autour d'eux. Et cela modifie l'ordre de la création lui-même. Avant d'aller plus loin, si les mystères de l'espace profond comme celui-ci vous fascinent, cela nous aiderait vraiment si vous cliquiez sur le bouton « J'aime » et si vous vous abonniez. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne. Maintenant, ceci étant dit, installez-vous confortablement. Commençons. Ce qui a finalement permis de débloquer la situation, ce n'est pas une image plus nette. C'était un spectre. Et pour comprendre pourquoi cela importe, il faut savoir ce que ces objets avaient refusé de révéler jusqu'à présent. Pendant des années, ces petits points rouges n'avaient été qu'un problème d'apparence. Ils apparaissaient sous forme de points lumineux rouges compacts. Et un point lumineux est une chose difficile à étudier. Vous pouvez mesurer approximativement sa luminosité. Vous pouvez approximativement mesurer les couleurs vers lesquelles il tend, mais vous ne pouvez pas lui demander de quoi il est fait, à quelle vitesse son gaz se déplace ou quel type de moteur le chauffe. Car toutes ces informations sont enfouies dans des détails qu'une simple image ne peut révéler. Les points étaient suffisamment lumineux pour alarmer les gens, mais trop peu détaillés pour répondre d'eux-mêmes. L'un d'eux est alors tombé dans un piège presque parfait. L'objet est catalogué sous le nom de Glimpsy 1775, et il se trouve qu'il se situe presque directement derrière un amas de galaxies massif au premier plan appelé Abell S1063. Cet amas est si lourd que sa gravité courbe l'espace qui l'entoure, et la lumière qui traverse cet espace courbé est focalisée et amplifiée. La façon dont une lentille épaisse concentre la lumière sur un seul point. La nature avait placé une loupe entre nous et l'un des objets les plus mystérieux du ciel. Cette lentille a accompli quelque chose qu'aucun télescope seul n'aurait pu permettre. Webb a scruté cette portion de ciel pendant une longue et profonde exposition, et la gravité de l'amas a multiplié l'effet de chacune de ces heures, fournissant au détecteur beaucoup plus de lumière que le temps d'observation brute n'aurait dû le permettre. Une légère tache s'est transformée en quelque chose que l'on pouvait réellement démonter. Le résultat publié en juin 2026 par une équipe dirigée par Vassily Kokarev de l'Université du Texas à Austin était le spectre le plus profond jamais obtenu pour l'un de ces objets. Pour la première fois, les astronomes n'observaient pas un petit point rouge. Ils regardaient à l'intérieur de l'un d'eux. Voici ce que fait réellement un spectre, car tout ce qui suit en dépend. Lorsque vous faites passer de la lumière à travers le spectrographe proche infrarouge de Webb, vous la répartissez en fonction de sa longueur d'onde. De la même manière qu'un prisme transforme la lumière blanche en arc-en-ciel, des lignes nettes s'entrelacent dans cet arc-en-ciel, des lignes brillantes, là où le gaz brille de couleurs très spécifiques, et des lignes sombres, là où le gaz absorbe des couleurs très spécifiques. Chaque élément de la nature imprime son propre motif de ligne. Un code-barre qui ne change jamais. L'hydrogène possède son code-barre, l'hélium en a un autre. Le fer possède une structure dense et complexe. Décodez le code-barre et vous pourrez nommer les ingrédients d'une chose située à des milliards d'années-lumière, que vous ne toucherez jamais, que vous ne visiterez jamais et que vous ne verrez jamais autrement que comme une tache. Mais un spectre vous en dit plus que les ingrédients. La position exacte de chaque ligne révèle le mouvement car le gaz qui se précipite vers vous comprime sa lumière musicale vers le bleu et le gaz qui s'éloigne l'étire vers le rouge. La largeur de chaque ligne indique la vitesse de brassage du matériau. La luminosité d'une raie comparée à une autre révèle la température, la densité et l'intensité avec laquelle le gaz est illuminé. Un bon spectre n'est pas une photographie. C'est un aveu. Et Glimpsy 1775 a avoué beaucoup de choses. Lorsque l'équipe eut terminé le comptage,
Elle avait identifié plus de 40 caractéristiques spectrales distinctes dans un seul objet. Ce chiffre est à lui seul surprenant pour quelque chose d'aussi faible et d'aussi éloigné. La plupart de ces points avaient cédé 2 ou 3 lignes sous l'effet d'efforts énormes. Celui-ci en a présenté plus de 40. Et lorsque les astronomes ont analysé ce que ces plus de 40 caractéristiques révélaient, elles ne pointaient pas dans 40 directions différentes. Ils ont convergé. L'élément le plus étrange et le plus important de ces aveux concernait le fer à repasser. 16 raies d'émission distinctes provenant du fer étaient dissimulées dans le spectre. Il y en avait tellement, et elles étaient si serrées, que les chercheurs les ont décrites comme une forêt de fer. Le fer n'est plus exotique. Ce sont les cendres d'étoiles mortes, forgées en leur cœur et dispersées lors de leur explosion. Mais observer 16 raies de fer illuminées et brillantes dans l'univers primitif n'est pas comparable à la découverte de fer dans une roche. C'est comme trouver du fer qui hurle. Le fer n'émet pas spontanément cette forêt de lignes. Il faut l'exciter, le bombarder de rayonnements de haute énergie jusqu'à ce que ces atomes s'évaporent. La façon dont certaines peintures brillent sous la lumière ultraviolette dans une pièce sombre. La lumière entrante doit être beaucoup plus énergétique que la lumière sortante. La toute première chose dont a besoin une forêt de fer, c'est donc une source de rayonnement intense. Quelque chose dans cet objet inondait le gaz environnant d'une lumière à haute énergie suffisamment puissante pour faire apparaître simultanément 16 transitions distinctes du fer. La lumière des étoiles ordinaires, même celle des jeunes étoiles brillantes, peine à y parvenir. Il vous faut une source d'énergie plus dure et plus éprouvante. Il vous faut le genre de rayonnement qui se dégage de la matière tombant sur un trou noir, où le gaz est déchiré, comprimé et chauffé à des températures extrêmes avant de disparaître. L'hydrogène a révélé une deuxième partie de l'histoire. Le spectre a révélé de larges raies d'hydrogène, ce qui signifie que le gaz hydrogène n'était pas immobile. Elle se déplaçait à une vitesse prodigieuse, une partie vers nous et une autre s'éloignant tout à la fois, transformant ce qui aurait été une pointe étroite en une vaste étendue tentaculaire. Ces larges raies d'hydrogène sont une signature classique du gaz tourbillonnant à grande vitesse autour d'un objet central compact et massif. Prises isolément dans un autre contexte, on pourrait les interpréter comme l'empreinte digitale d'un trou noir ordinaire qui alimente un quasar, mais ici ils sont arrivés en même temps que tout le reste, et tout le reste a refusé de laisser l'histoire rester ordinaire. L'hélium ajoutait une troisième couche, et elle était subtile. Le spectre montrait l'hélium à la fois fluorescent et brillant là où il était excité, et absorbant la lumière, creusant des encoches sombres là où le hélium plus froid se trouvait devant une source plus brillante et absorbait sa lumière. Cette combinaison, émission et absorption d'un même élément dans un même objet, n'est pas ce que l'on obtient avec un nuage fin et vaporeux. Voilà ce qui arrive quand une grande quantité de gaz est accumulée en couches épaisses, une partie éclairée et une autre dans l'ombre, entre nous et un moteur puissant. L'hélium était ainsi considéré comme un indicateur de densité, et l'indicateur affichait une valeur élevée. L'oxygène l'a encore accentué. L'oxygène aussi apparaissait en fluorescence, brillant car il était pompé par le rayonnement d'un objet puissant situé à proximité. Ligne après ligne, élément après élément, la même exigence ne cessait de ressurgir. Quel que soit l'élément qui se trouvait au centre de cet objet, il ne réchauffait pas doucement son environnement. Ça les bombardait. Torche, rien de tout cela pris isolément ne permet de tirer une conclusion définitive. Et il convient d'être prudent, car la version honnête de cette histoire est plus convaincante que la version sensationnaliste. Une simple ligne de fer ne constitue pas un modèle. Une seule raie d'hydrogène large ne prouve pas un modèle. Chacune de ces caractéristiques, prises individuellement, pourrait être sujette à controverse, expliquée, attribuée à une population d'étoiles inhabituelles ou à une tache de poussière particulière. Ce qui rendait ce spectre différent, ce n'était pas une seule raie. Le problème était que plus de 40 fonctionnalités indépendantes nécessitaient toutes les mêmes conditions sous-jacentes pour être cohérentes simultanément. Et lorsque l'équipe a demandé quelle seule image physique pouvait permettre de tout réunir, les réponses simples ont commencé à se révéler erronées les unes après les autres. Commencez par la réponse la plus simple et évidente, celle que les astronomes essaient toujours en premier.
Peut-être observez-vous simplement un nuage de gaz en rotation autour d'un centre qui brille au fur et à mesure de sa rotation. C'est l'explication la plus simple possible, et pour de nombreux objets célestes, elle est parfaitement exacte. Mais un nuage en rotation simple produit des raies spectrales ayant une forme particulière et prévisible. Le gaz qui vient vers vous et le gaz qui s'éloigne de vous étalent la ligne de manière symétrique, et les bords de cette ligne s'annulent d'une manière spécifique. Lorsque les chercheurs ont examiné de près la forme des lignes dans Glimpse 1775, elles ne correspondaient pas à un simple nuage en rotation. Les lignes avaient un profil incorrect. Leurs ailes, ces bords légèrement allongés où la ligne se fond dans le fond, étirés trop loin et trop doucement, s'effilant d'une manière que la rotation seule n'explique pas. Ce décalage n'est pas un détail comptable mineur. C'est un indice concernant le milieu que traverse la lumière, et cela indique directement sa densité. Voici l'idée. Dans un gaz dense et ionisé, c'est-à-dire dont les atomes ont été privés d'une partie de leurs électrons, ces électrons libres sont omniprésents et très proches les uns des autres. Lorsque la lumière émise par le moteur central tente de s'échapper, elle ne se propage pas en ligne droite. Ça ricoche. Chaque photon rebondit sur chaque électron lors de sa traversée du gaz, et chaque rebond modifie légèrement sa longueur d'onde. Au moment où la lumière finit par s'échapper, des milliers de minuscules perturbations aléatoires ont brouillé et élargi chaque raie spectrale. Et ils l'ont fait d'une manière originale. En étirant les ailes en de longs filaments lisses, ce processus est appelé diffusion d'électrons, et il laisse une signature qu'une simple rotation ne peut pas imiter. Les lignes de cet objet ressemblaient à de la lumière qui s'était frayé un chemin à travers un épais brouillard riche en électrons. Cette simple prise de conscience change complètement la donne, et elle a un autre impact considérable. Nous y reviendrons lorsque nous pèserons directement ces trous noirs. Si une raie spectrale est large, en partie parce que la lumière a été diffusée lors de sa propagation, et pas seulement parce que le gaz se déplace physiquement à cette vitesse, alors toute masse calculée à partir de cette largeur de raie peut être surestimée. Vous attribueriez ainsi au trou noir un mouvement qui n'est en réalité qu'un flou. C'est un avertissement inscrit dans les lois de la physique. Il ne faut pas prendre la largeur de ces lignes au pied de la lettre. L'équipe de Glimpse n'a pas fondé son argumentation sur une seule forme de ligne, précisément pour cette raison. Ils se sont appuyés sur l'ensemble convergent. Fer, hydrogène, hélium, oxygène, densité, température, tout cela précisément parce qu'un seul diagnostic peut vous induire en erreur. Il convient de s'attarder ici, car cela a donné lieu à un des débats les plus vifs dans ce domaine, et cela touche au cœur même de la question de la fiabilité de ces mesures. Observez attentivement la forme d'une ligne large dans l'un de ces objets, et vous y découvrirez souvent quelque chose de spécifique. Une pointe étroite et acérée en plein centre, puis deux longues queues basses, s'étendant loin de chaque côté, s'estompant doucement plutôt que de disparaître net. Les astronomes appellent cela un profil exponentiel, et sa forme est au cœur du débat, car il existe deux manières très différentes de la concevoir, ce qui conduit à des conclusions radicalement différentes quant à la masse réelle de ces trous noirs. La première méthode est celle que nous avons décrite. Diffusion des électrons dans un brouillard dense d'électrons libres ionisés. La lumière provenant d'une source centrale étroite est déviée sur son passage, et l'effet cumulatif d'innombrables petites déviations transforme une ligne étroite et modeste en ces longues traînées qui s'étendent. Si c'est bien ce qui se passe, alors la limite n'a jamais été si large au départ. Le véritable mouvement du gaz n'est autre que le pic central aigu, musical, et les queues ne sont qu'une illusion créée par le brouillard. Et cela a une conséquence stupéfiante, puisque nous pondérons ces trous noirs en fonction de la largeur de leur ligne. Interpréter toute la ligne de traînée large comme un mouvement attribuerait au trou noir une vitesse qui n'existe pas. Corriger la dispersion. Si l'on ne conserve que le noyau véritable et étroit, la masse déduite peut diminuer considérablement dans certaines analyses, jusqu'à un facteur 10 voire 100. Un trou noir que vous pensiez monstrueux pourrait, selon cette interprétation, s'avérer beaucoup plus modeste. Mais il existe une deuxième façon de réaliser cette même forme, et elle ne nécessite aucune dispersion. Imaginez le gaz près du trou noir, non pas comme un nuage homogène, mais comme un vaste essaim d'amas situé à des distances très différentes du centre. Les amas se rapprochent rapidement en orbite,
Les amas plus éloignés orbitent lentement, et chacun contribue à sa propre part de la ligne. Additionnez toutes ces voies à la fois, les proches fortes et rapides, les lointaines faibles et lentes, et leur cœur mêlé peut à lui seul produire exactement le noyau pointu et les longues queues que la dispersion a été invoquée pour expliquer qu'une région stratifiée d'amas en orbite imite le brouillard. Et si telle est la véritable cause, alors la large ligne reflète réellement un mouvement réel, et les masses des trous noirs n'ont pas besoin de se contracter du tout. Alors, lequel est-ce? Le débat est véritablement irrésolu, et des chercheurs consciencieux des deux camps le confirment. Certains ont fait remarquer que ces mêmes formes allongées se retrouvent non seulement dans les points rouges, mais aussi dans leurs cousins plus bleus, les soi-disant petits points bleus, ce qui prouve que cette forme n'est pas du tout une empreinte digitale unique d'un cocon dispersant. D'autres études portant sur de grands échantillons de ces objets montrent que la forme exponentielle n'est même pas toujours la meilleure description, et que des courbes plus simples conviennent souvent tout aussi bien. La forme de la ligne à elle seule, il s'avère, est un témoin trompeur. Cela peut s'interpréter de deux manières, et l'interprétation choisie peut modifier la masse d'un trou noir d'un facteur 100. C'est précisément pour cette raison que Glimpsy Phi700-775 était si important, et que ses plus de 40 fonctionnalités valaient plus que n'importe quelle autre ligne. L'équipe à l'origine de ce projet n'a pas fondé sa conclusion sur la forme d'une seule ligne générale, en espérant que la question de la dispersion lui soit favorable. Ils se sont appuyés sur la convergence, la forêt de fer qui exige un moteur puissant. L'hélium, visible à la fois dans la lueur et dans l'ombre, nécessite un gaz dense en couches. L'oxygène s'échappe sous un rayonnement intense. La température et la densité sont relevées ligne après ligne indépendante. Chacun de ces points, pris individuellement, pourrait être contesté. Tous ces éléments, pointant ensemble vers le même environnement dense, énergique et protégé, sont bien plus difficiles à ignorer. Le point fort de l'affaire n'a jamais été un seul indice criant au scandale. Il y avait 40 indices concordants. Il existe une autre raison pour laquelle le moteur central est si probablement un trou noir plutôt qu'un amas dense d'étoiles. Et tout dépend du type de lumière que chacune produit. Une multitude d'étoiles, même jeunes et chaudes, produit principalement de la lumière ordinaire, avec seulement une petite queue de photons ionisants de haute énergie nécessaire pour arracher les électrons des atomes et provoquer la combustion des éléments. La matière qui tombe sur un trou noir se comporte différemment. Elle produit proportionnellement beaucoup plus de ces photons ionisants durs pour chaque unité de lumière ordinaire qu'elle émet. Elle est bien plus riche en lumière à haute énergie, précisément celle nécessaire pour embraser une forêt de fer et pour propulser l'hydrogène dans une émission exceptionnellement forte. Lorsque les astronomes observent des raies aussi brillantes et aussi nettes par rapport à la lueur sous-jacente, ils voient un spectre que la lumière des étoiles peine à produire et que l'accrétion des trous noirs produit avec facilité. La chimie ne nous dit pas seulement que le gaz est dense et énergétique, il nous indique quel type de moteur l'alimente. Cela dit, il ne s'agit pas forcément d'un verdict binaire. Et c'est là que la forme en V particulière de ces objets devient utile plutôt que source de confusion. Rappelez-vous cette faible lumière bleue du côté des courtes longueurs d'onde, cette petite portion qui remonte avant que la forte montée rouge ne prenne le relais. Dans l'image du trou noir emprisonné dans un cocon, ce murmure bleu trouve sa place naturelle. Il peut s'agir en partie de la lumière propre au trou noir qui s'échappe à travers des zones plus fines de son enveloppe ou qui est dispersée sur ses bords. Mais il peut s'agir en partie de véritables lumières stellaires. La lueur d'une modeste population d'étoiles réelles dans une galaxie haute réelle, quoique petite, entourant le moteur enfoui. Autrement dit, un petit point rouge n'est pas forcément un trou noir ou une galaxie. Il peut s'agir d'un trou noir géant effectuant l'essentiel du travail auquel s'accroche une faible galaxie à moitié formée, ajoutant sa propre note bleue à la lumière de l'objet. En distinguant ces deux contributions, le rugissement du moteur et le murmure des étoiles constituent précisément le type de compte rendu qu'un spectre riche rend possible. Et un seul pixel rouge ne le pourrait jamais. L'hydrogène offrait un autre élément de preuve, et celle-ci ne provenait pas de ce qui brillait, mais de ce qui s'était obscurci. Certains de ces spectres présentent des caractéristiques d'absorption de Balmer, d'étroites encoches creusées dans la lumière de l'hydrogène. Une zone d'absorption est une ombre.
Ce phénomène apparaît lorsque de l'hydrogène gazeux, relativement froid, se trouve directement entre nous et une source plus lumineuse située derrière lui et absorbe la lumière aux couleurs caractéristiques de l'hydrogène lors de son passage. On ne perçoit pas cette ombre à cause d'une fine brume. On ne l'obtient que lorsqu'un véritable rideau de gaz important se forme devant le moteur, assez proche et assez épais pour s'imprimer sur la lumière qui le traverse. Suivez le contour et vous révélerez la face visible du linceul, rétro-éclairée par l'éclat de ce qui brûle derrière. Ces signatures d'absorption apparaissent chez une fraction significative des objets les mieux étudiés, peut-être environ un tiers. Et chez certaines d'entre elles, elles arborent une forme révélatrice. Absorption sur un bord d'une raie et émission sur l'autre. La marque classique d'un gaz qui ne se contente pas de rester là, mais qui est en mouvement. Une enveloppe de matière qui s'écoule vers l'extérieur depuis la source ou qui se dépose vers l'intérieur. Ce schéma est impossible à imiter dans un environnement propre et vide. Elle exige une enveloppe dense et mobile entourant un noyau lumineux qui est précisément le cocon sur lequel le reste du spectre n'a cessé d'insister. Les ombres de Balmer ont donc voté dans une direction différente de celle du fer et de l'hélium. Et ils votent de la même manière. Des éléments différents, une physique différente, des coins différents du spectre, tous décrivant la même image. Une puissante source centrale, enveloppée dans une épaisse couche de gaz, partiellement mobile. Lorsque des indices indépendants qui auraient facilement pu être contradictoires, convergent tous vers une seule structure, cette convergence est ce qui se rapproche le plus, en astronomie de l'univers primitif, d'une empreinte digitale sur les lieux. Rassemblez donc ce que le spectre exige désormais. Une source d'énergie élevée et dense au centre. Assez difficile pour fabriquer des fluorures de fer dans une forêt de 16 lignes et pour injecter de l'oxygène et de l'hélium dans un gaz incandescent se déplaçant à grande vitesse près de ce centre, imprimant de larges structures d'hydrogène. Et tout autour, un milieu si dense et si riche en électrons libres qu'il diffuse la lumière qui s'échappe et superpose l'hélium en lueur et en ombre. Non pas un nuage fin, non pas une douce nébuleuse, mais une enveloppe épaisse, chaude et partiellement ionisée, qui enveloppe quelque chose de violent. Cette enveloppe est la clé qui transforme un amas de lignes énigmatiques en un objet cohérent. Et cela résout aussi un problème qui préoccupait les astronomes depuis un tout autre point de vue. L'étrange silence de ces points sous la lumière des rayons X. Si le moteur central est un trou noir qui se nourrit avec une telle intensité qu'il fait hurler le fer, il devrait émettre des rayons X en abondance. Voilà ce que font les trous noirs qui se nourrissent. La région qui les entoure précisément, où la matière est comprimée et surchauffée avant de tomber, est l'une des sources de rayons X les plus brillantes que la nature puisse créer. Et pourtant, ces petits points rouges, pris dans leur ensemble, apparaissent étonnamment faibles sur les rayons X, si ténus que pendant un temps, leur silence fut utilisé comme argument contre l'existence même d'un quelconque trou noir affamé en eux. Comment est-il possible qu'un objet projette sur son environnement une énergie suffisante pour illuminer une forêt de fer et qu'il soit à peine détectable par un télescope à rayons X? L'enveloppe dense répond également à cette question. Si le trou noir est enfoui dans une enveloppe de gaz suffisamment épaisse, ce gaz absorbe les rayons X avant qu'ils ne puissent s'échapper. Mais l'énergie ne disparaît pas. Les rayons X absorbés chauffent l'enveloppe, qui réémet cette énergie non pas sous forme de rayons X, mais à des longueurs d'onde plus longues et plus douces, la rejetant sous forme de lumière optique et infrarouge. Imaginez une ampoule nue et aveuglante, enveloppée de verre dépoli. On ne distingue plus la pointe acérée du filament. Vous apercevez une douce lueur rougeâtre, plus chaude et plus étendue que la source intérieure. Le cocon ne se contente pas de dissimuler le trou noir. Elle produit sa lumière, transformant le rayonnement dur et de haute énergie, qui aurait dû se manifester sous forme de rayons X, en une lueur rouge à grande longueur d'onde qui a donné son nom à ces objets. Et c'est à ce moment précis que les indices distincts cessent d'être distincts. Une structure, un trou noir se nourrissant rapidement et enveloppé d'une couche de gaz extraordinairement dense, explique la forêt de fer, car le moteur enfoui inonde le gaz de rayonnements intenses. Cela explique la large distribution de l'hydrogène, car le gaz se déplace rapidement près du centre. Cela explique la présence d'hélium en couche,
car il y a suffisamment de gaz à une profondeur suffisante pour qu'il puisse à la fois émettre et absorber. Cela explique les formes étranges des raies, car la lumière est diffusée par des électrons denses lors de sa propagation. Et cela explique le silence aux rayons X, car le cocon absorbe les rayons X et restitue l'énergie sous forme de lumière rouge. 5 mystères distincts, une seule structure. C'est ce que les gens veulent dire lorsqu'ils utilisent l'expression selon laquelle la musique s'est attachée à ces objets, une étoile trou noir. C'est un nom qui peut induire en erreur si on le prend au pied de la lettre. Alors, soyons précis, une étoile à trou noir n'est pas une étoile. Il n'y a pas de fusion en son cœur. Rien ne brûle l'hydrogène en hélium dans un noyau. Le moteur est un trou noir et la lumière est finalement alimentée par la matière qui tombe dans ce trou noir et non par une explosion nucléaire. Le mot étoile s'insinue en raison de la façon dont la chose se comporte vue de l'extérieur. Enveloppé dans son cocon dense, l'objet rayonne comme le ferait une immense atmosphère stellaire. Une vaste enveloppe de gaz incandescente dont l'énergie jaillit des profondeurs. Si vous n'y connaissiez rien, les couches externes auraient un aspect presque stellaire, presque comme l'atmosphère gonflée d'un soleil incroyablement gigantesque. La physique de sa surface imite celle d'une étoile, même si la source d'énergie en son centre est l'objet le moins semblable à une étoile de tout l'univers. Le nom décrit le déguisement, pas le moteur, et l'image Glimpsy, 1775, est à ce jour l'aperçu le plus clair obtenu par quiconque au-delà de ce déguisement. C'est avec cet objet que le masque est tombé, qu'un alignement fortuit et un regard profond ont produit suffisamment de lumière pour confronter l'hypothèse non pas à un seul indice, mais à plus de 40. Et que ces indices, les hydrogènes, l'hélium, l'oxygène et cette forêt de fer si caractéristique, ont tous pointé dans la même direction. Le chercheur principal l'a exprimé clairement. Une partie du champ avait déjà dérivé vers l'image de l'étoile à trou noir, mais aucun objet antérieur n'avait rassemblé toutes les preuves en un seul endroit. Celui-ci l'a fait. Pour ce point précis, l'argument est aussi solide que peut l'être l'astronomie de l'univers primordial. Voici maintenant la discipline qui distingue la véritable science d'un titre accrocheur, et c'est la discipline sur laquelle les chercheurs eux-mêmes ont insisté. Un objet, aussi parfait soit-il, reste un objet. Le fait que Glimpsy 1775 soit un trou noir caché dans un cocon lumineux ne signifie pas automatiquement que chaque petit point rouge dans le ciel est de la même nature. Les points ne constituent peut-être pas une seule classe uniforme. Certains pourraient être dominés par des trous noirs comme celui-ci semble l'être. Certaines pourraient être un mélange d'un trou noir enfoui et de véritables lumières stellaires provenant d'une galaxie environnante. Tous deux contribuent à l'éclat. Certaines pourraient s'avérer être des bouffées compactes de formation d'étoiles enveloppées de gaz inhabituels. Certains pourraient être des trous noirs ordinaires se nourrissant de matière, observés à travers un matériau étrange. Le surnom « petit point rouge » décrit l'apparence d'un élément sur une image. Cela ne certifie pas plus ce qu'est cette chose que le fait de qualifier 100 animaux différents de bruns ne certifie qu'ils appartiennent tous à la même espèce. Ce spectre a prouvé qu'au moins un de ces objets s'explique de manière spectaculaire par l'image du trou noir enveloppé, et que cette image n'est pas une explication superficielle. Il s'agit d'un modèle physique spécifique et vérifiable qui prédit exactement les types de caractéristiques découvertes par Webb, jusqu'à la raison pour laquelle les radiographies disparaissent. C'est un pas de géant. Elle transforme l'expression suggestive « étoile à trou noir » en une théorie opérationnelle assortie d'un exemple concret. Mais cela ne fait que préciser la question au lieu de la clore. Et la question qui se pose désormais avec acuité est de savoir où cette histoire musicale doit aller ensuite. Car si un petit point rouge est réellement cela, un trou noir géant brûlant à l'intérieur d'un nuage de gaz, alors nous devons revenir en arrière et examiner à nouveau toute cette multitude d'objets, les centaines de ces objets que Webb n'a cessé de découvrir disséminés dans le jeune univers. Il faut se demander à quoi ils ressemblaient avant que quiconque puisse les analyser ligne par ligne. Pourquoi leur simple vue a-t-elle déclenché des discussions sur un cosmos brisé et comment une population qui semblait exiger des galaxies impossibles aurait-elle pu cacher des trous noirs à la vue de tous depuis tout ce temps? Un objet nous a révélé la nature du moteur. La foule s'apprête à nous expliquer pourquoi cette réponse était si difficile à accepter et pourquoi,
Compte tenu du récit bien ficelé que les astronomes se racontaient, c'était une nouvelle si malvenue. Tournez-vous donc maintenant de l'un vers le multiple. Un objet a livré ses secrets. La foule d'où cela provenait, non. Et pour comprendre pourquoi cette foule a causé tant de problèmes, il faut remonter à une époque antérieure, à celle où quiconque pouvait encore démonter un seul point. Il faut remonter au moment où ces choses n'étaient que des points rouges sur une photographie. Et il s'avère que les photographies sont très douées pour mentir par émission. Lorsque Webb a ouvert les yeux sur l'univers lointain en 2022, il a commencé à extraire de l'obscurité des objets ténus que les télescopes précédents n'avaient jamais été assez précis ou assez sensibles pour capter. Et presque aussitôt, d'enquête en enquête, le même personnage étrange continuait d'apparaître. Petit, compact, rouge. Non pas un rouge comme celui d'un coucher de soleil chaleureux, mais un rouge qui se détachait même sur un fond de galaxies anciennes et lointaines. Ces points lumineux apparaissaient sans cesse, disséminés à travers les époques les plus reculées que le Webb pouvait atteindre. Elles se concentrent principalement autour d'une époque où l'univers n'avait que 600 millions d'années environ, un tout jeune âge comparé aux quelques 14 milliards d'années qu'il a vécu depuis. En 2025, plus de 340 d'entre eux avaient été répertoriés. Et puis, étrangement, ils ont réduit la musique. Si l'on suit l'évolution de la population dans le temps cosmique, les points deviennent de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'aux alentours de 2 milliards d'années de l'histoire de l'univers, ils aient quasiment disparu du champ de vision de Webb. Ils arrivent en trombe. Ils s'attardent un moment puis disparaissent. Toute une catégorie d'objets qui semblent appartenir à un chapitre précis de l'histoire cosmique et à aucun autre. Ce seul schéma a suffi à attirer l'attention. Mais prêter attention ne signifie pas comprendre, et c'est là que les problèmes ont commencé. Car un point lumineux rouge et compact est l'une des choses les plus ambiguës que l'on puisse trouver dans le ciel. Réfléchissez à ce que le rouge peut réellement signifier. Parce que ce mot recèle au moins 4 histoires complètement différentes, et que, d'après une simple image, il est souvent impossible de savoir laquelle on regarde. Le premier type de rouge est le rouge de la distance elle-même. L'univers est en expansion et cette expansion étire la lumière lors de son déplacement. Une onde lumineuse partie il y a des milliards d'années est attirée vers des longueurs d'onde de plus en plus longues au cours de son voyage, glissant du bleu vers le rouge. De la même manière qu'un son perd en intensité à mesure que sa source s'éloigne de vous. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Et ce n'est pas du tout une propriété de l'objet. C'est une propriété de l'abîme d'espace et de temps qui nous sépare. Un objet peut avoir une couleur parfaitement ordinaire, et pourtant apparaître d'un rouge profond à nos télescopes, simplement parce qu'il est très éloigné. Et le cosmos a étendu sa lumière tout au long du voyage. La première question à poser concernant un point rouge est certes ennuyeuse, mais essentielle. Quelle part de cette couleur rouge est simplement due à la distance? Le deuxième type de rouge est intrinsèque. Certains objets émettent réellement plus de lumière rouge que de lumière bleue, en raison de leur composition et de leur éclairage. Musique. Supprimez le décalage vers le rouge, corrigez l'étirement, et l'objet est toujours rouge à la source. Il s'agit d'un fait physique réel concernant l'objet, et cela signifie quelque chose de totalement différent de la simple notion de distance. Le troisième type de rouge est le rouge de l'obscurcissement. Placez de la poussière d'art musique ou un gaz épais entre nous et une source lumineuse. Et le matériau intermédiaire diffusera et absorbera préférentiellement la lumière bleue tout en laissant passer la lumière rouge. La source paraît donc plus rouge qu'elle ne l'est réellement. C'est pourquoi le soleil couchant paraît orangé à travers un ciel enfumé. La source n'a pas changé. Le chemin a. Un objet obscurci peut être intrinsèquement bleu et flamboyant et pourtant nous parvenir sous la forme d'une braise rouge terne, car tout ce qui était bleuâtre a été filtré en cours de route. Et la quatrième distinction ne concerne pas du tout la couleur, mais le moteur qui l'anime. Cette lumière est-elle alimentée par des étoiles ou par un trou noir qui dévore de la matière? Deux objets peuvent émettre une lumière rouge identique pour des raisons totalement différentes. L'une illuminée par des milliards d'étoiles, l'autre par des gaz hurlants qui tombent dans un trou noir. Rien qu'à la couleur, on ne peut pas les distinguer. Maintenant, superposez ces 4 ambiguïtés. Un point rouge sur une image web peut être lu de loin. Rouge à la source, rougi par la poussière et le gaz, et alimenté par des étoiles, un trou noir,
ou un mélange des deux. L'imagerie vous donne la couleur, la compacité et approximativement la luminosité, puis elle se tait. Elle ne peut pas à elle seule séparer les 4 histoires. Voilà le piège. Toute la population est restée assise pendant des années. Tout le monde pouvait voir les points. Presque personne ne pouvait dire ce que c'était. L'imagerie a fourni un autre indice, qui a rendu le puzzle plus complexe plutôt que plus simple. Lorsque les astronomes ont mesuré la luminosité de ces points sur une gamme de couleurs, de l'ultraviolet à l'infrarouge, ils ont découvert une forme particulière. Dans les longueurs d'onde plus courtes et plus bleues, on observait une faible lueur, puis une baisse. Puis en passant aux longueurs d'onde plus rouges et plus longues, la luminosité a augmenté brusquement. Tracé sur un graphique, ce motif dessine une forme approximative de V, à peine visible du côté bleu, et se faisant plus marquée du côté rouge. Cette forme en V est devenue une signature caractéristique des petits points rouges. Et c'était en soi un indice que plusieurs choses pouvaient se passer à l'intérieur d'un seul objet. Car il semblait y avoir 2 sources de lumière différentes assemblées. Une modeste contribution bleue d'un côté et une dominante rouge de l'autre. Mais un indice n'est pas une réponse, et la forme en V pouvait être interprétée de plusieurs façons. Les astronomes ont donc commencé par faire ce que vous faites toujours. Ils ont opté pour l'explication la plus simple, qui ne faisait appel qu'à des ingrédients auxquels tout le monde faisait déjà confiance. Et l'explication la plus simple, c'était les étoiles. Supposons que la lumière rouge qui émane de ces points soit de la lumière des étoiles. Imaginez que chaque point soit une galaxie, musique, extraordinairement compacte, remplie d'un nombre énorme d'étoiles, dont la lueur combinée produit cette forte montée rouge. Si vous partez du principe que vous pouvez effectuer les calculs à rebours, vous savez quelle quantité de lumière arrive. Vous savez à peu près à quelle distance il se trouve. Si la lumière des étoiles fait tout le travail, on peut calculer le nombre d'étoiles nécessaires et donc la masse stellaire que chaque point doit contenir. Et lorsque les chercheurs ont effectué ce calcul, les résultats se sont avérés alarmants. Pour que certains de ces points compacts brillent autant qu'avec la seule lumière des étoiles, il faudrait des quantités astronomiques d'étoiles concentrées dans un volume minuscule, assemblées en quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang. Dans plusieurs cas, les masses stellaires déduites rivalisaient avec celles de grandes galaxies matures qui, dans l'univers proche, ont mis des milliards d'années à se former. Mais dans ce cas précis, cette masse aurait dû se rassembler presque immédiatement lors du premier acte de l'univers, bien plus rapidement que ne le laissait supposer le modèle standard de croissance des galaxies. Les galaxies sont censées se former progressivement, en attirant du gaz, en formant des étoiles, en fusionnant avec leurs voisines et en accumulant leur masse au fil des âges cosmiques. Découvrir des masses stellaires à l'apparence pleinement développée, entassées dans des points minuscules, qui existaient lorsque le cosmos en était à peine à ses balbutiements, c'était comme trouver une ville entièrement construite là où l'on s'attendait aux premières fondations éparses. C'est à ce moment précis que l'alarme a retenti. Des rapports ont circulé concernant des galaxies primitives qui semblaient trop massives pour exister. Des objets que certains décrivaient avec un mélange d'admiration et d'effroi, comme des briseurs de cosmologie ou des briseurs d'univers. Poussés à l'extrême, l'inquiétude était que tout notre cadre de référence sur la façon dont les structures se développent dans l'univers puisse être bouleversé. Ce réseau avait surpris le cosmos en train de faire quelque chose que les théories interdisaient formellement. Si les galaxies pouvaient réellement accumuler autant de masse stellaire aussi rapidement, c'est qu'il y avait un problème fondamental. Il est important d'être prudent et honnête ici, car cette partie de l'histoire est souvent déformée et réduite à quelque chose qu'elle n'était pas. Toutes les galaxies primitives étonnamment brillantes découvertes par Webb n'étaient pas de petits points rouges. Et tous les titres annonçant 2 galaxies massives n'ont pas été invalidés par la suite. Webb a bel et bien découvert que l'univers primitif a construit des galaxies brillantes plus rapidement et en plus grand nombre que ne le prévoyaient de nombreux modèles. Et ce problème plus vaste est bien réel et est encore en cours d'élaboration. Mais une partie particulière de cette alarme, celle liée à ces petits points rouges, reposait sur une hypothèse cachée. On supposait que la lumière rouge était la lumière des étoiles. L'estimation de la masse imposante de l'ensemble reposait sur cette seule estimation de la capacité portante. Et cette hypothèse allait être mise à l'épreuve par le seul outil capable de la vérifier. Non pas une autre image, mais un spectre.
car lorsque les astronomes sont finalement parvenus à décomposer la lumière de certains de ces points en ces différentes longueurs d'onde, ils ont observé quelque chose que la lumière des étoiles seule ne peut pas facilement produire. Ils ont observé de larges raies d'hydrogène. Nous les avons rencontrés dans l'objet précédent, mais leur signification pour le grand public mérite d'être expliquée lentement, car cette simple découverte a discrètement fait exploser le mythe de la pure lumière des étoiles pour au moins une partie du public. Une raie d'émission d'hydrogène est une lumière qui brille aux couleurs caractéristiques de l'hydrogène. Dans une galaxie calme où le gaz dérive à des vitesses modérées, cette ligne est étroite, une pointe étroite. Mais dans ces points, les raies d'hydrogène étaient larges, étirées en larges structures, ce qui signifie que le gaz hydrogène qui les produisait se déplaçait à une vitesse extraordinaire. Une partie fonçant vers nous et une autre s'éloignant tout à la fois. Qu'est-ce qui permet au gaz de se déplacer aussi vite et aussi près les uns des autres? Un puits gravitationnel profond et concentré, le genre de puits que l'on obtient avec une grande masse concentrée dans une petite région, le genre de puits que l'on trouve autour d'un trou noir qui se nourrit et dont la gravité plonge le gaz environnant dans une frénésie. Les étoiles ne produisent pas naturellement de raies d'hydrogène aussi larges. Une multitude d'étoiles, aussi denses soient-elles, ne projettent pas de gaz à de telles vitesses et selon cette configuration. Les raies d'hydrogène larges constituent l'un des indicateurs les plus anciens et les plus fiables dont disposent les astronomes pour détecter un trou noir en pleine activité. Et ils apparaissaient au moins dans une partie de la population de ce petit point rouge, ce qui signifiait que pour ces points, une partie, voire une grande partie, de la lumière n'était pas du tout de la lumière des étoiles. Elle était alimentée par un trou noir attirant la matière, et ce changement de perspective a une importance capitale dans la panique générale. Et voici la récompense. Si une grande partie de la lumière d'un point provient d'un trou noir plutôt que d'étoiles, alors la montagne d'étoiles, dont vous pensiez avoir besoin pour expliquer cette lumière, n'est tout simplement pas nécessaire. Vous attribuiez à Starlight le mérite d'un travail effectué par un trou noir. Retirez la lumière alimentée par le trou noir. Si l'on attribue uniquement le reste aux étoiles, la masse stellaire implicite diminue parfois de façon spectaculaire. Plusieurs des estimations initiales les plus effrayantes se sont atténuées une fois que les astronomes ont pris en compte la présence d'un trou noir dissimulé dans la lueur. Ce point compact n'avait pas besoin d'être une galaxie d'une masse impossible. Il suffisait qu'il s'agisse d'une galaxie modeste, voire d'une galaxie à peine visible, enroulée autour d'un trou noir très actif. L'univers, du moins sur ce point précis, n'était pas brisé. Il s'agissait simplement d'une erreur d'interprétation, car le mauvais moteur avait été affecté au feu. On pourrait croire que cela a tout réglé. Un trou noir qui se nourrit explique la lumière, la musique dégonfle les masses effrayantes, affaires classées, mais les points refusent d'être aussi coopératifs, car dès l'instant où vous parlez d'un trou noir alimentant, vous faites une prédiction précise et les points de vue l'ont contredite. Nous avons un type d'objet très bien étudié, un trou noir en train de se nourrir dans une galaxie lointaine. Musique. Nous les appelons quasars, et ils figurent parmi les phares les plus brillants et les plus violents de l'univers. Des trous noirs qui se gorgent de gaz et filent à travers les distances cosmiques. Si ces petits points rouges étaient simplement des quasars, nous saurions exactement à quoi nous attendre, car nous étudions les quasars depuis des décennies. Et point après point, les points refusent de se comporter comme les quasars que nous connaissons. Faites des radiographies. Un trou noir classique en phase d'alimentation est une source féroce de rayons X produits dans la région surchauffée située précisément à sa gorge. Pointez un télescope à rayons X vers un quasar normal et il s'illumine. Mais lorsque les astronomes ont recherché des rayons X provenant de ces petits points rouges, considérés comme une population, ils n'ont quasiment rien trouvé. Ces points étaient faibles en rayons X, souvent indétectables même, alors que leur luminosité dans d'autres bandes indiquait qu'un trou noir devrait se nourrir activement. Un trou noir incandescent qui est silencieux aux rayons X est une contradiction. Il ne devrait pas être possible qu'un même objet paraisse se nourrir férocement et apparaisse presque sombre à un télescope à rayons X. Prenons les caractéristiques de Balmer, les détails dans la partie hydrogène du spectre. De nombreux points présentaient une rupture de Balmer, une discontinuité distincte dans leur lumière à une longueur d'onde particulière associée à l'hydrogène. Musique.
Dans les galaxies ordinaires, une forte rupture de Balmer est généralement interprétée comme la marque d'une population d'étoiles plus anciennes et établies, ce qui a ramené l'interprétation vers l'idée de galaxies massives et ses problèmes. Certains points présentaient même une absorption Balmer, des encoches sombres où le gaz hydrogène absorbait la lumière provenant de derrière, une caractéristique rare et révélatrice que les quasars ordinaires ne présentent généralement pas. Ces signatures de Balmer ne correspondaient pas à l'aspect d'un quasar classique, ni à celui d'une vieille galaxie. Ils étaient assis maladroitement entre les deux. Prenez la taille. Les galaxies ordinaires, même les plus lointaines, présentent généralement une certaine étendue. Quand on les regarde sur Internet, on peut voir qu'elles sont réparties, qu'elles ont une forme. Les petits points rouges, en revanche, étaient des points musiques non résolus, si compacts que le télescope ne pouvait distinguer aucune structure, comme si toute cette lumière provenait d'une région bien plus petite qu'une galaxie normale. Cette extrême compacité convenait bien mieux à un minuscule noyau dominé par un trou noir qu'à une immense cité stellaire, et profitait des absences plus discrètes. Les trous noirs qui s'alimentent normalement ont tendance à voir leur luminosité fluctuer au fil du temps et à présenter la lueur de poussière très chaude, chauffée à proximité du trou noir. L'ensemble des points a montré peu de la variabilité attendue et des signes étonnamment faibles de cette poussière chaude. Peu à peu, les petits points rouges ne correspondaient plus au profil des objets mêmes, les quasars que leurs larges raies d'hydrogène semblaient identifier. Les astronomes se retrouvaient donc pris en étau sur deux fronts à la fois. Ces points ne pouvaient pas être de simples galaxies massives de pure lumière stellaire, car leurs larges raies d'hydrogène et leur extrême compacité pointaient vers un trou noir. Mais il ne pouvait pas s'agir non plus de trous noirs ordinaires en alimentation, car ils étaient trop silencieux, en rayons X, trop étranges dans leurs caractéristiques balistiques, trop ponctuels, trop stables. Chaque boîte propre et familière dans laquelle vous avez essayé de les ranger avait une paroi que les points traversaient sans problème. C'est cette pression qui a fait qu'une idée étrange a commencé à paraître non pas étrange, mais nécessaire. Et si le trou noir était réel, qu'il se nourrissait abondamment, mais qu'il n'était pas nu, et s'il est enfoui à l'intérieur de quelque chose, enveloppez ce trou noir qui l'alimente d'une enveloppe de gaz extraordinairement dense, et observez combien de parois s'effondrent simultanément. Le problème des rayons X s'atténue, car une enveloppe suffisamment épaisse absorbe les rayons X avant qu'ils ne s'échappent et restitue l'énergie à des longueurs d'onde plus longues et plus rouges. Exactement le type de retraitement que nous avons observé précédemment dans le spectre profond. Cette étrange rougeur trouve naturellement sa place, car il n'est plus nécessaire d'avoir une galaxie particulière pleine de poussière pour capter la lumière. L'enveloppe de gaz dense elle-même atténue la source et émet à de grandes longueurs d'onde. Cette compacité s'explique par le fait que toute l'action est concentrée dans une minuscule région centrale, enveloppée de gaz, et non répartie à travers une vaste galaxie. Même certains comportements étranges de Balmer trouvent une explication, car une forte rupture de Balmer et une absorption de Balmer ne signalent pas nécessairement une population stellaire ancienne. Elles peuvent être produites par des conditions de gaz dense autour du moteur enfoui, ce qui éloigne cet indice de la lecture de la galaxie massive et le dirige vers le cocon, et les larges raies d'hydrogène restent naturellement expliquées par la présence de gaz en mouvement rapide près d'une masse centrale concentrée, tout comme auparavant. Une idée structurelle, celle d'un trou noir enveloppé dans un cocon de gaz épais, chaud et partiellement ionisé, produisait à l'ensemble de la population exactement ce qu'elle avait fait à cet unique objet du spectre profond, réconciliant des contradictions qu'aucune image plus simple ne pouvait concilier. Les points ne correspondaient ni à la boîte de la galaxie ni à celle du quasar, car beaucoup d'entre eux appartenaient à une troisième catégorie, une phase que nous n'avions jamais clairement observée auparavant, dans laquelle un trou noir en croissance est caché à l'intérieur de son propre linceul lumineux. Et remarquez l'effet que cela a sur la peur initiale. Puisque c'est la véritable explication de l'alarme concernant les deux galaxies massives, la panique provenait de la supposition que la lumière des étoiles était en cause. Dès lors qu'on admet qu'une grande partie de la lumière provient d'un trou noir emprisonné, plutôt que d'un essaim d'étoiles, les galaxies impossibles cessent d'être impossibles. Certaines d'entre elles retrouvent une taille normale,
dès que l'on retire la contribution des trous noirs du registre. L'univers n'a jamais été pris en flagrant délit de violation de ses propres règles de formation des galaxies. Il a été pris en flagrant délit de faire quelque chose auquel nous n'avions pas pensé. Ils ont formé très tôt d'énormes trous noirs et les ont si bien dissimulés derrière leur propre gaz que, de loin, ils se faisaient passer pour des galaxies surdimensionnées. Cette lecture alarmante était due à une erreur d'identité. Et l'identité corrigée est, à bien des égards, plus surprenante encore que la peur qu'elle a remplacée. Mais c'est ce fil conducteur qui nous fait avancer. Remarquez ce qui est arrivé discrètement au problème. Nous sommes arrivés ici effrayés à l'idée que ces objets puissent contenir un nombre impossible d'étoiles. Nous y mettons fin après avoir largement dissipé cette peur, pour nous voir imposer à sa place une peur nouvelle et plus aiguë. Si cette lumière est alimentée par un trou noir enfoui dans du gaz, la question suivante n'est évidemment pas de savoir combien d'étoiles il contient. Quelle est la taille du trou noir? Parce qu'un trou noir suffisamment massif pour illuminer un point aussi intensément durant les premiers centaines de millions d'années de l'univers est, en soi, impossible. Musique. Nous avons troqué une crise liée à un trop grand nombre d'étoiles contre une crise imminente liée à un trou noir qui pourrait tout simplement devenir trop gros trop tôt. Et il y avait une faiblesse fatale dans chacune des masses que nous avions estimées jusqu'à présent pour ces trous noirs. Rappelez-vous l'avertissement enfoui au plus profond du spectre. Les larges raies d'hydrogène qui nous permettent de peser un trou noir sont élargies en partie par le mouvement rapide du gaz, certes, mais aussi par la diffusion de la lumière par les électrons denses lors de sa sortie du cocon. Si une partie de cette largeur est due à la diffusion plutôt qu'à un véritable mouvement, alors la masse de chaque trou noir, déduite de la largeur d'une raie, pourrait être surestimée ou, en principe, erronée d'une manière que nous ne pourrions pas déterminer avec précision à partir du seul spectre. Nous pesions ces trous noirs avec une balance à laquelle nous n'avions pas entièrement confiance. Toute cette question terrifiante de savoir si ces choses étaient trop grandes, trop tôt, reposait sur des mesures comportant une fissure connue. Ce qu'il nous fallait, c'était un moyen de peser directement l'un de ces trous noirs, non pas en mesurant la largeur d'une ligne, et en espérant que la dispersion soit faible, non pas en s'appuyant sur des relations empruntées à des galaxies voisines qui pourraient même ne pas s'appliquer dans le jeune univers. Il nous fallait observer le mouvement du gaz autour de l'un de ces trous noirs et déduire sa masse directement à partir de la façon dont ce gaz oscillait autour du centre, à partir du mouvement seul, de la gravité seule, sans rien d'emprunté et sans sujet de discussion. Cela semblait hors de portée pendant des années. Ce sont des points minuscules et non résolus à la limite de ce que le web peut voir. Il est impossible de cartographier le mouvement d'un gaz à l'intérieur d'un grain de poussière, à moins que la nature ne vienne une fois de plus nous prêter main forte en agrandissant l'un de ces grains, en divisant son image et en l'étalant juste assez pour que l'on puisse retracer la rotation du gaz. Un seul petit point rouge offrait ce cadeau. Et lorsque l'équipe a pointé vers lui l'instrument de cartographie de mouvement le plus précis du web et a demandé quelle masse se trouvait en son centre, la réponse n'a pas seulement confirmé les craintes concernant ces trous noirs. Cela a dépassé toutes les attentes de la plupart des gens, et cela a soulevé une question fondamentale sur la naissance des galaxies et des trous noirs. Musique. Cet objet et cette mesure, c'est là que nous allons nous intéresser ensuite. Nous nous sommes donc retrouvés avec une demande. Cessez d'estimer le poids de ces trous noirs à partir de la largeur d'une ligne et pesez-en indirectement en observant l'action de la gravité. Cette demande paraît simple. En pratique, c'est quasiment impossible car ces objets sont des points non résolus à la limite de ce que n'importe quel télescope peut voir. Il est impossible de cartographier le mouvement d'un gaz à l'intérieur d'une particule. Et pourtant, une fois de plus, l'univers avait discrètement prévu une exception. Et cette unique exception est devenue le petit point rouge le plus important jamais mesuré. Son nom de catalogue est Abell 2744 QSO1. La première partie de ce nom ne se rapporte pas à l'objet, mais à ce qui se trouve devant lui. Abell 2744. Un énorme amas de galaxies surnommé l'amas de Pandore, si massif qu'il déforme l'espace environnant pour former une lentille naturelle. Derrière cette lentille, bien plus loin se trouve le point lui-même, et cet alignement particulier offre une fonctionnalité encore plus utile qu'un simple grossissement. La gravité de l'amas ne fait pas qu'éclaircir l'objet en arrière-plan.
Cela le divise. La lumière de QSO1 est déviée selon 3 trajectoires différentes avant de nous parvenir. Ainsi, le même objet apparaît 3 fois dans les images du web, à 3 positions différentes et agrandi de 3 manières différentes. Un point triplé et agrandi par une lentille de la taille d'un amas de galaxies. C'est ce don qui a rendu possible tout ce qui a suivi. Et l'objet qu'il révèle est d'un temps presque inconcevable. Sa lumière l'a laissé avec un décalage vers le rouge d'environ 7, ce qui la situe à seulement 750 millions d'années après le Big Bang. Lorsque cette lumière a entamé son voyage, l'univers n'avait vécu qu'environ 5% de son âge actuel. Il n'y avait pas encore de galaxies matures. Pas de longues histoires d'étoiles naissant et mourant sans cesse pour enrichir le cosmos en éléments lourds. Il s'agit de l'univers primitif à l'état brut, encore en train d'assembler ses premières structures. Et là, dans ce décor primitif, se trouve l'objet que nous allons peser. La région que nous observons ne s'étend que sur environ 1300 années-lumière, une minuscule parcelle à l'échelle galactique, un amas compact de gaz incandescent renfermant une force puissante. Avant la mesure directe, le trou noir à l'intérieur de QSO1 n'était plus une inconnue totale. Les astronomes avaient déjà estimé sa masse à l'ancienne. La méthode utilisée pour peser les trous noirs les plus lointains est essentielle, et il est important de bien comprendre cette ancienne méthode, car sa faiblesse est précisément ce que la nouvelle mesure a dû surmonter. La méthode traditionnelle s'appuie sur les larges raies d'hydrogène dont nous avons parlé et sur une relation empruntée à l'univers actuel proche. Voici la logique. Autour d'un trou noir en train de se nourrir, les gaz tourbillonnent à une vitesse déterminée par la gravité du trou noir, et la largeur de la large raie de l'hydrogène vous indique approximativement la vitesse de déplacement de ce gaz. Combinez cette vitesse avec une estimation de la distance qui sépare le gaz du trou noir, et vous pouvez en déduire une masse. Mais ce deuxième élément, la distance du gaz par rapport au trou noir, n'est pas quelque chose que l'on peut mesurer directement pour un objet lointain et peu lumineux. Les astronomes utilisent plutôt une règle empirique calibrée, établie à partir de trous noirs proches de nous, où ces quantités peuvent être déterminées avec précision. Vous supposez que le gaz proche du trou noir lointain se comporte comme le prévoient les calibrations effectuées à partir des trous noirs les mieux étudiés, et vous en déduisez sa masse. Pour QSO1, cette approche indirecte avait suggéré un trou noir d'une masse d'environ 40 millions de fois celle de notre Soleil. Un chiffre extraordinaire pour un objet aussi ancien, mais qui comporte toutes les incertitudes que nous avons déjà explorées. L'élargissement de la raie pourrait être dû en partie à la diffusion de la lumière à travers un gaz dense, plutôt qu'à un simple mouvement. La relation entre les univers voisins pourrait ne pas se vérifier dans les conditions extrêmes du jeune cosmos. Vous pesez un objet situé à 13 milliards d'années de distance avec une balance calibrée sur des objets totalement différents, en espérant que le calibrage ait été valable. C'est peut-être vrai. La situation pourrait être critique. On ne pouvait pas en être sûr rien qu'en lisant cette phrase. Et pour un objet aussi important, l'espoir ne constitue pas une preuve. L'équipe à l'origine de ce nouveau travail utilisant le web a donc abandonné les règles empiriques et s'est attaqué à la gravité elle-même. L'instrument qui a rendu cela possible est le spectrographe proche infrarouge de Webb fonctionnant dans un mode spécial appelé unité de champ intégrale. Un spectrographe ordinaire capte la lumière provenant d'un point précis et la répartit en un spectre. Une unité de champ intégrale effectue cette opération pour toute une grille de points simultanément sur une petite portion de ciel. Ainsi, au lieu d'un seul spectre, vous en obtenez des centaines, un pour chaque petite tuile de la grille. Le résultat n'est pas une image plate ni un spectre unique, mais quelque chose de plus riche, une carte pour chaque point de la surface de QSO1. L'instrument enregistre non seulement la luminosité du gaz, mais aussi sa vitesse de déplacement vers ou loin de nous, mesurée à partir des infimes décalages de ses raies spectrales. On obtient ainsi une carte des vitesses, un graphique du mouvement peint sur l'objet. Il est important d'être précis sur la façon dont cette carte se transforme en une masse, car tout le poids du résultat repose sur cette seule chaîne de raisonnement, et chaque maillon est vérifiable. Commencez par une seule case de la grille, une minuscule portion de la face de l'objet. L'instrument vous fournit un spectre pour cette zone, et celui-ci contient une raie d'hydrogène d'une couleur connue, une couleur mesurée en laboratoire sur Terre et fixée pour toujours.
Mais la ligne n'atteint pas exactement cette couleur. Elle est très légèrement déviée vers le bleu ou vers le rouge. Cette légère modification, c'est l'effet Doppler, la marque indubitable que cette masse de gaz est en mouvement par rapport à nous. Le gaz qui se déplace vers vous concentre sa lumière vers le bleu. Le gaz qui s'éloigne l'étire vers le rouge. Mesurez l'amplitude de cette impulsion et vous aurez transformé une tache de lumière en un nombre. À quelle vitesse se déplace cette nappe de gaz et dans quelle direction le long de votre ligne de visée. Maintenant, faites cela non pas une seule fois, mais pour chaque tuile en même temps. Des centaines d'entre elles, disposées en mosaïque sur l'objet, chacune avec son propre spectre et son propre léger décalage. Analysez-les toutes et le schéma se dessinera de lui-même. Sur un côté du centre, des taches successives laissent apparaître une légère trace de bois bleu, du gaz qui se dirige vers nous. Sur le côté opposé, des taches successives laissent apparaître une légère influence des séquoias. Le gaz s'éloigne. Ce motif à deux faces est une rotation rendue visible, et ces détails portent l'information essentielle. Étant donné que la vitesse du gaz à chaque distance du centre est déterminée par une seule chose, la masse qui se trouve à l'intérieur de cette distance et qui exerce une attraction sur lui, des orbites plus rapides signifient une masse plus importante à l'intérieur. Vous vous déplacez donc vers l'intérieur à partir du bord, en mesurant la vitesse à chaque rayon. Et à chaque étape, vous demandez en réalité au gaz quelle masse il entoure. Faites cela depuis le gaz extérieur jusqu'au centre. Et la rotation entière se résume à un seul nombre précis. La masse totale du gaz en orbite est liée à la lumière. L'objet ne put s'empêcher d'émettre. Aucun étalonnage n'a été repris d'autres galaxies. Aucune supposition quant à la forme des lignes. Rien d'autre que le mouvement brut du gaz soumis à la gravité, enfin mis à nu pour quiconque veut bien lire la carte. Et lorsque l'équipe a établi cette carte du gaz hydrogène autour du centre de QSO1, le schéma qui est apparu était la signature la plus nette possible d'une masse centrale concentrée. D'un côté du centre, le gaz se dirigeait vers nous. De l'autre côté, juste en face, il s'éloignait. L'objet tournait sur lui-même, pivotant autour de son centre comme une platine, un bord avançant tandis que l'autre reculait. En soi, ce n'est pas remarquable. Beaucoup de choses tournent. Ce qui importe, c'est la manière précise dont la vitesse du gaz a changé lorsqu'on s'éloignait du centre, car ce schéma est une empreinte digitale de ce que fait la masse. Et l'empreinte digitale ici portait un nom très particulier, rotation de Kepler. Pour comprendre ce que cela signifie, pensez à la façon dont les planètes gravitent autour de notre étoile. Mercure se rapproche et tourne rapidement. Les planètes extérieures, éloignées du Soleil, dérivent lentement. La vitesse diminue avec la distance de façon mathématique précise, et ça s'arrête là pour une raison bien précise. En résumé, toute la masse du système solaire est concentrée en un seul point au centre. Le Soleil et tout le reste orbitent autour de ce point dans l'espace quasi vide. Il s'agit du mouvement keplérien, du nom de l'astronome qui a le premier établi les lois des orbites, et sa signature est sans équivoque. Lorsque vous observez un gaz en orbite de telle sorte que le gaz intérieur se déplace rapidement, et que le gaz extérieur se déplace lentement selon ce schéma précis, vous observez de la matière encerclant une masse centrale compacte avec très peu de masse répartie autour d'elle. C'est ce que faisait le gaz dans QSO1. Il orbitait autour d'un point central comme si ce point contenait la quasi-totalité de la masse de l'objet. La façon dont les planètes orbitent autour d'une étoile beaucoup plus massive qu'elle. Pas comme la façon dont les étoiles orbitent au sein d'une galaxie normale où la masse est répartie entre des milliards d'étoiles et un vaste halo de matière noire produisant un mouvement très différent. La rotation indiquait ici une concentration dominante de masse au centre même, avec étonnamment peu d'autres éléments contribuant à cette concentration. Et une fois cette rotation propre obtenue, la pesée devient d'une simplicité presque merveilleuse, car on n'emprunte plus aucune règle à l'univers environnant. Vous n'utilisez rien d'autre que la gravité et le mouvement. La même arithmétique impitoyable qui régit chaque orbite dans le cosmos, proche ou lointaine. La vitesse du gaz en orbite à une distance donnée du centre vous indique directement la masse qui doit exercer une force d'attraction sur lui. Des orbites plus rapides à un rayon donné impliquent une masse centrale plus importante. C'est la mesure la plus fondamentale de toute l'astronomie, et elle ne tient pas compte de la distance de l'objet ni de l'époque à laquelle il se trouve. La gravité est la gravité,
Il y a eu une complication tout à fait légitime et l'équipe l'a gérée avec précaution au lieu de la dissimuler. Nous devrions faire de même. Lorsque vous observez un disque de gaz en rotation, vous le voyez sous un certain angle, et cet angle a son importance. Si vous observez un disque en rotation parfaitement de profil, vous pouvez constater sa vitesse de rotation maximale. Du gaz qui vous fonce dessus d'un côté et tout droit de l'autre. Mais si le disque est incliné, légèrement basculé vers l'avant, alors une partie de ce mouvement est dirigée perpendiculairement à votre ligne de visée, où elle ne produit aucun décalage dans le spectre, et vous ne mesurez qu'une fraction de la vitesse réelle. Un disque incliné donne toujours l'impression de tourner plus lentement qu'il ne le fait réellement, ce qui signifie qu'il paraît toujours moins massif qu'il ne l'est en réalité. Ainsi, la mesure brute prise avant correction de cette inclinaison vous donne un plancher, un minimum garanti. La masse réelle ne peut être que égale ou supérieure à cette masse au sol, jamais inférieure. Ce sol à lui seul était déjà impressionnant. Mais lorsque l'équipe a estimé l'inclinaison du disque musical et l'a corrigée, en tenant compte de l'angle sous lequel nous le regardons, la masse s'est établie à environ 50 millions de fois la masse de notre Soleil, soit plus que l'ancienne estimation indirecte de 40 millions. Musique est cette fois ancrée, non pas dans une règle empruntée, mais dans le mouvement direct du gaz sous l'effet de la gravité. Pour la première fois, un petit point rouge avait été pesé honnêtement, et la balance affichait 50 millions de soleils. Un sceptique avisé pourrait se demander si un trou noir est réellement nécessaire pour cela. Se pourrait-il que la masse centrale soit plutôt un amas dense d'étoiles, un nœud serré de millions d'étoiles, se faisant passer pour un point? L'équipe a testé précisément cela, et le schéma de rotation a prouvé le contraire. Un amas d'étoiles n'est pas un point unique. Elle est répartie sur une certaine région, et un gaz en orbite à l'intérieur d'une masse diffuse se déplace d'une manière nettement différente d'un gaz en orbite autour d'un point précis. Le mouvement observé ne correspondait pas à un amas stellaire étendu. Elle épousait parfaitement une masse ponctuelle et la concentrait comme si l'objet central était un trou noir et presque rien d'autre. Lorsque vous suivez le gaz jusqu'au bout et qu'il continue à se comporter comme s'il tournait autour d'un seul point dominant, vous n'avez plus aucun moyen d'éviter ce mot. C'est un trou noir, et un trou noir de grande taille. Pour l'instant, c'est un triomphe de la mesure, mais pas encore une surprise. Le choc réside dans ce qui entoure le trou noir, ou plutôt dans ce qui ne l'entoure pas. Rappelez-vous cette rotation keplérienne pure, le gaz orbitant comme si le point central contenait la quasi-totalité de la masse. Ce motif ne révèle pas seulement le trou noir. Cela impose une limite à tout le reste. S'il y avait ici une galaxie importante, une grande masse d'étoiles réparties autour du centre, le mouvement du gaz le montrerait. Il ressentirait cette masse répartie qui s'exerce sur lui et il s'écarterait des orbites de masse ponctuelle pure. Non. La rotation laissait très peu de place à une composante stellaire lourde. Le gaz se déplaçait comme si le trou noir était, en première approximation, la seule chose qui comptait. Poussez ce raisonnement à l'extrême, et les chiffres deviennent presque absurdes. D'après la rotation, le trou noir semble représenter au moins les 2/3 de la masse totale mesurée de l'objet. En étant prudent, sa masse est plus de 2 fois supérieure à la masse de tout le reste réuni, étoiles, gaz et tout le reste. Le rapport entre la masse du trou noir et la masse stellaire est ici plutôt inhabituel. Elle se situe à des ordres de grandeur supérieurs à ce que nous observons aujourd'hui dans les galaxies matures qui nous entourent, et environ 10 fois au-delà des objets primitifs, les plus extrêmes que le Webb avait jusqu'à présent découverts. Les astronomes emploient un terme brutal pour décrire ce phénomène massif. Là où le trou noir central d'une galaxie typique représente une erreur d'arrondi par rapport à ses étoiles, une fraction de % à peine digne d'être mentionnée. Ici, le trou noir fait la une, la galaxie n'est qu'une note de bas de page. Il s'agit d'un trou noir tellement massif, presque impossible à atteindre, par rapport à la quantité infime de galaxies qui l'entourent. Et le gaz présent raconte la même histoire, mais sous un angle différent. La matière qui entoure le trou noir est quasi vierge, composée presque entièrement d'hydrogène et d'hélium, avec une quantité remarquablement faible d'éléments plus lourds. Ces éléments plus lourds, tout ce qui se trouve au-delà de l'hélium, sont produits à l'intérieur des étoiles et dispersés lorsque celles-ci meurent. Une galaxie ayant déjà accumulé une population importante d'étoiles aurait pollué son environnement avec ces éléments. De génération en génération,
Leur quasi-absence ici signifie le contraire. Rares sont les stars qui ont vécu et sont mortes en ce lieu. La galaxie ne fait que commencer. Les preuves chimiques et les preuves dynamiques concordent. Il y a un trou noir géant et autour de lui presque rien pour l'instant. Une galaxie ténue et chimiquement primitive qui a à peine commencé à se former dans l'univers local. Cette relation fonctionne dans l'autre sens. Et c'est précisément ce contraste qui est au cœur du sujet. À proximité, les trous noirs et leurs galaxies hautes évoluent de concert dans le cadre d'une étroite et bien connue collaboration. Grande galaxie avec un trou noir central proportionnellement grand, ce dernier représentant généralement une infime fraction de la masse totale de la galaxie, soit une fraction de %. Le trou noir est le petit cœur sombre d'un vaste corps lumineux. QSO1 inverse complètement cela. Ici, le trou noir n'est pas le petit cœur d'un gros corps. Il s'agit de la majeure partie du corps. La galaxie est une simple réflexion qui s'accroche au trou noir, et non l'inverse. C'est là qu'il faut être extrêmement prudent quant à ce qui a été montré et à ce qui a été déduit, car la version honnête de ce résultat est suffisamment éloquente sans qu'il soit nécessaire d'aller trop loin. Ce que Webb a mesuré directement, c'est un déséquilibre des masses. Ici et maintenant, dans cet objet que nous observons, se trouve un trou noir qui surpasse largement la masse de sa galaxie environnante. Ce déséquilibre, c'est ce que l'on observe. L'interprétation naturelle de ce déséquilibre est que le trou noir ne s'est pas développé lentement à l'intérieur d'une galaxie déjà formée, comme l'explique le manuel, car il n'y a pas de galaxie déjà formée ici dans laquelle il aurait pu se développer. Le trou noir est énorme et la galaxie est à peine visible, ce qui suggère fortement que le trou noir est apparu en premier et que la galaxie commence seulement maintenant à se former autour de lui. Cette lecture musique, selon laquelle le trou noir a précédé la majeure partie de sa galaxie, est une interprétation scientifique du déséquilibre de masse. Il ne s'agit pas d'un événement historique dont quiconque a été témoin. Personne n'a filmé la formation de ce trou noir devant ces étoiles. Nous déduisons l'ordre des événements à partir d'un instantané, du déséquilibre figé d'un seul moment. Il y a 13 milliards d'années. Cette conclusion est solide et raisonnable, mais il s'agit bien d'une conclusion, et les chercheurs eux-mêmes la présentent comme telle plutôt que comme un fait avéré. Même en appliquant ces critères rigoureux, le résultat constitue un véritable choc pour l'image idyllique que nous avons héritée. L'histoire, bien que rassurante, comportait d'abord d'importantes galaxies qui se rassemblaient. Leurs étoiles naissent et meurent, laissant derrière elles des trous noirs qui s'engorgent lentement en leur centre. QSO1 montre au moins un système où cette séquence semble inversée, où le trou noir était déjà géant alors que la galaxie n'était encore qu'une ébauche chimiquement primitive. Et comme il s'agit de la mesure directe de la gravité que nous réclamions depuis le début, elle a un poids. Les anciennes estimations de largeur de ligne n'ont jamais permis cela. La plaque fissurée a été remplacée par une plaque véritable. Et la véritable version révèle quelque chose que les théories simplistes n'avaient pas anticipé. Mais une simple photo figée, aussi spectaculaire soit-elle, fait naître une fin évidente. Nous avons capturé un trou noir caché dans un cocon au cœur du spectre profond. Nous avons détecté, par cette pesée directe, un trou noir qui éclipse sa galaxie. Ce sont deux instants, des images uniques et extraites d'un processus. Ce que nous n'avons pas vu, c'est le processus lui-même en mouvement, une étape se fondant dans la suivante. Existe-t-il un objet susceptible d'être capté par les trous noirs lors du changement d'image entre deux images? Les astronomes pensent en avoir trouvé un. Et il ne provient pas uniquement d'Internet, mais d'Internet travaillant de concert avec un télescope beaucoup plus ancien pointant vers la même portion de ciel. Le télescope est l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA, et l'objet a été tout simplement surnommé le point à rayons X. Son récit commence par la contradiction même qui a hanté toute cette enquête. Ces petits points rouges, pris dans leur ensemble, restent étrangement silencieux aux rayons X. Ce silence est l'un des indices principaux qui prouvent qu'il s'agit de trous noirs enfouis dans un gaz dense. Des cocons suffisamment épais pour absorber les rayons X qu'un trou noir en train de se nourrir devrait émettre. Un petit point rouge qui émet des rayons X serait donc une anomalie, une rupture dans le schéma, et potentiellement quelque chose de bien plus intéressant qu'une simple anomalie. L'équipe a découvert précisément cela en comparant de nouvelles observations Webb avec une étude Chandra
De la même région, une étude aux rayons X en profondeur qui était restée étonnamment dans les archives pendant plus de 10 ans. Les données radiographiques avaient été collectées bien avant que quiconque ne comprenne ce que représentaient ces petits points rouges. Ce n'est que lorsque l'image du web a été superposée à cette ancienne radiographie qu'un objet s'est démarqué. Voici une source qui, aux yeux du web, ressemblait à un petit point rouge, compact, rouge et lointain, situé à environ 12 milliards d'années-lumière. Mais contrairement à ses congénères silencieux, celui-ci est apparu sur l'image radiographique de Chandra. Elle laissait échapper précisément cette lumière à haute énergie que les autres points dissimulaient. Cette unique différence explique pourquoi cet objet pourrait avoir autant de valeur. Et l'interprétation proposée par l'équipe constitue un pont évolutif potentiel, un cadre possible entre les cadres. Alignons les pièces que nous avons rassemblées. Ce petit point rouge serait en réalité un trou noir se nourrissant abondamment à l'intérieur d'un cocon de gaz dense. Et c'est ce cocon qui piège et retraite les rayons X, maintenant l'objet dans l'obscurité sous une lumière de haute énergie. Mais un trou noir en pleine alimentation ne reste pas éternellement enfermé dans son cocon. Il mange. Elle consomme le gaz même qui l'enveloppe. Et à mesure qu'elle absorbe ce gaz, l'enveloppe ne doit pas rester une sphère parfaitement étanche. Il devrait commencer à s'amincir, à présenter des interstices musicaux, à devenir irrégulier, comme un ciel lourd et couvert qui commence à se dissoudre en nuages épars, laissant apparaître du bleu à travers les trous. Et par ces trous, les rayons X pouvaient enfin s'échapper. La lumière de haute énergie émise par la matière tombant sur le trou noir, une fois complètement piégé, pourrait commencer à percer les ouvertures du cocon qui s'amincit, devenant ainsi visible pour la première fois par un télescope comme Chandra. Sur cette image, le point radiographique est un petit point rouge, saisi en pleine transformation. Son cocon commence à se dissiper, son trou noir enfoui commence à briller en rayons X, tandis qu'il se transforme en un trou noir nourricier visible plus ordinaire, du type de ceux que nous reconnaissons ailleurs dans l'univers. Si cette interprétation se confirme, alors pour la première fois, nous serions en train de regarder à travers une brèche dans le linceul, de voir au cœur de l'un de ces objets au fur et à mesure de sa transformation, d'assister au moment où le cocon commence à se rompre. C'est une belle idée et précisément parce qu'elle est belle, elle doit être utilisée avec retenue, ce que les chercheurs ont d'ailleurs préconisé. Le point radiographique est un candidat. Il s'agit d'un seul objet et de la musique. Sa nature transitoire est une proposition et non un fait avéré. L'équipe a clairement indiqué qu'une autre explication restait pleinement envisageable. Le point visible sur les rayons X pourrait ne pas être un petit point rouge en transition, mais simplement un type plus courant de trou noir en train de se nourrir, enveloppé dans un type de poussière inhabituel et inédit. Un objet ordinaire sous une apparence étrange, plutôt qu'un objet rare en pleine métamorphose. Il n'existe pour l'instant aucun moyen de déterminer avec certitude de quel type il s'agit, et des observations supplémentaires sont prévues précisément pour les différencier. La séquence semble donc illustrer la croissance d'un jeune trou noir à l'intérieur d'un cocon dense. La majeure partie de sa lumière à haute énergie est piégée. Le cocon s'est progressivement consumé et est devenu irrégulier. Des rayons X commencent à s'échapper. L'objet dérivant vers un trou noir visible conventionnel doit être identifié par son nom. Un modèle candidat de l'évolution possible de ces objets, suggéré par une seule source indicative et non comme un cycle de vie confirmé pour l'ensemble de la population. Cette alternative mérite d'être explicitée car il s'agit d'une véritable concurrente et non d'une option à écarter. Les astronomes savent déjà que certains trous noirs qui se nourrissent apparaissent rouges et sombres, non pas parce qu'ils sont enveloppés dans un cocon spécial, mais simplement parce que de la poussière ordinaire se trouve entre eux et nous, filtrant leur lumière. Ce point visible sur les rayons X pourrait être l'un d'eux, un trou noir en croissance assez classique, observé à travers un voile de poussière qui ne ressemble à un petit point rouge que par pure coïncidence. Le hic, c'est que pour imiter parfaitement les propriétés particulières de ce point, la poussière devrait être inhabituelle, agencée ou composée d'une manière que les astronomes n'ont jamais clairement observée auparavant. Ainsi, le choix entre deux curiosités, un petit point rouge surpris en train de se débarrasser de son cocon, ou un trou noir ordinaire enveloppé d'une poussière étrange, jamais répertoriée auparavant, n'est pas facile,
Et c'est précisément ce qui fait la valeur de cet objet. Ce qui pourrait régler le problème, c'est une lumière plus vive, mais de la bonne nature. Une analyse plus approfondie des rayons X de l'objet pourrait révéler la signature caractéristique d'un gaz absorbant et réémettant à des énergies particulières. L'empreinte digitale à laquelle on s'attendrait si les rayons X parvenaient réellement à se frayer un chemin à travers les interstices d'un linceul qui s'amincit. Une mesure plus précise de la façon dont sa lumière est atténuée sur de nombreuses longueurs d'onde pourrait révéler si c'est de la simple poussière ou un cocon ionisé dense qui est à l'origine de ce phénomène. Étant donné que les deux dispositifs filtrent la lumière de manière subtilement différente, ces observations sont prévues. En attendant leur arrivée, l'étiquette honnête à donner à cet objet est celle de candidat, et seul candidat, une source unique et suggestive qui pourrait servir de pont entre les trous noirs enfouis et les trous noirs visibles. Aperçu au moment où son déguisement commence à se fissurer, ou bien il pourrait s'avérer être quelque chose de plus banal, portant un manteau inconnu. Dans tous les cas, c'est une piste à explorer. Et c'est précisément ce que les astronomes ont l'intention de faire ensuite. Mais même en tant que candidat, il fait quelque chose que les deux instantanés figés ne pouvaient pas faire. Cela suggère un mouvement. Musique. Cela suggère que le trou noir en cocon du spectre profond et le trou noir surmassif de la pesée directe pourraient ne pas être deux curiosités sans lien entre elles, mais deux étapes d'une même histoire qui se déroule. Le point de rayon X étant aperçu quelque part sur le chemin, entre le début enfoui et la fin visible. Un trou noir géant naît ou se forme très tôt. Elle se nourrit furieusement à l'intérieur d'un épais linceul rougeoyant, silencieux au rayon X, se faisant passer pour une galaxie impossible. Elle domine la maigre galaxie qui l'entoure, la surpassant de loin. Et puis lentement, elle se débarrasse de son propre déguisement. Le cocon se brise, les rayons X s'échappent, et ils se stabilisent dans le genre de trou noir nourricier que nous avons toujours connu, au centre d'une galaxie qui, enfin, tarde à la rattraper. Chaque étape de cette histoire tirée d'objets réels pointe dans la même direction trompeuse. Ces trous noirs gigantesques ne sont pas le lent produit des galaxies qui se sont formées en premier. Elles apparaissent à maintes reprises comme ayant été grandes très tôt, plus grandes que les galaxies qui les entouraient, présentes avant même la formation des galaxies. Et cela soulève la question que toute cette enquête a sous-tendue depuis le début. La question que nous ne pouvons plus reporter. Si ces trous noirs étaient déjà des géants dans les premières centaines de millions d'années de l'univers, surpassant déjà leurs galaxies hôtes, déjà si massifs qu'ils devaient être cachés dans des cocons de gaz pour avoir un sens, alors d'où venaient-ils dans un univers aussi jeune? Qu'est-ce qui pourrait bien créer un trou noir de 50 millions de soleils aussi rapidement, aussi tôt, avant même qu'il y ait une galaxie pour le former? Il ne s'agit pas de savoir ce que sont ces objets. Nous avons passé tout ce voyage à répondre à cette question. C'est une question de savoir comment ils ont commencé. La question à laquelle nous sommes parvenus est trompeusement courte. D'où viennent ces trous noirs? Mais pour en saisir toute l'importance, il faut comprendre pourquoi un trou noir supermassif dans l'univers primitif n'est pas seulement impressionnant. Il s'agit d'un problème avec une horloge intégrée. Et c'est le temps qui rend la chose si difficile. Les trous noirs grossissent en se nourrissant. Du gaz s'y engouffre. Et en tombant, il chauffe, devient incandescent et ajoute sa masse au trou. C'est aussi simple que ça. Ce qui n'est pas simple, c'est que la physique impose une limite de vitesse à la consommation alimentaire. Et cette limite s'oppose à la croissance même qu'elle permet. Lorsque du gaz s'accumule vers un trou noir, il s'illumine, et cette lumière se propage vers l'extérieur. Si on pousse suffisamment fort, la pression du rayonnement repousse le gaz qui tentait de tomber à l'intérieur. Un trou noir qui se nourrit avec trop d'avidité finit par faire exploser sa propre proie. Il existe une limite naturelle à la vitesse à laquelle un trou noir d'une taille donnée peut engloutir des objets. Un point d'équilibre entre la gravité qui attire la matière vers l'intérieur et la lumière qui la repousse vers l'extérieur. Les astronomes l'appellent la limite d'Eddington, et pendant la majeure partie de l'histoire du sujet, on a considéré qu'il s'agissait de la vitesse de croissance maximale qu'un trou noir pouvait atteindre de manière saine. Remontez maintenant l'horloge. Imaginez que vous partiez d'un petit trou noir, le cadavre d'une seule étoile morte, peut-être de quelques dizaines ou quelques centaines de fois la masse de notre Soleil.
Laissez-le se développer à ce niveau maximal naturel, aussi vite que la physique le permet confortablement, sans pause, sans la moindre interruption. Combien de temps faudrait-il pour atteindre 50 millions de soleils? La réponse est gênante. Cela prend beaucoup de temps. Des centaines de millions d'années d'alimentation maximale ininterrompue. Et encore, cela suppose que rien ne tourne mal, que les réserves de gaz ne s'épuisent jamais, le trou noir ne consomme jamais tout son carburant et doit toujours en attendre davantage. Et pourtant, l'objet que nous avons pesé, Abell 2744 QSO1, transportait déjà 50 millions de soleils, alors que l'univers n'avait que 750 millions d'années. Il n'y avait tout simplement pas assez de temps. Partir d'une petite graine stellaire au moment où les premières étoiles auraient pu mourir. Même en y mettant toute votre énergie, vous aurez du mal à atteindre 50 millions de soleils avant que l'univers ne vous impose l'échéance. La croissance que nous constatons dépasse le temps. Nous comprenons que c'est là le véritable moteur de toute cette crise, et il est important de le dire clairement. Il ne s'agissait jamais principalement d'un spectre étrange ou d'une couleur inhabituelle. Il s'agit d'arithmétique. Il est difficile de construire d'énormes trous noirs à partir de rien au cours du premier milliard d'années, car la vitesse de croissance réelle multipliée par la durée réelle ne permet pas d'atteindre la masse finale réelle. Il va falloir que ça change. Soit le trou noir était initialement plus gros qu'une étoile morte, soit il a grandi plus vite que la limite acceptable, soit il a commencé plus tôt que ce que nous supposions, soit une combinaison de ces trois éléments. Toute théorie sérieuse sur l'origine de ces trous noirs est au fond une tentative de battre le chronomètre. Alors passons en revue les différentes manières de le vaincre et soyons honnêtes quant à celles qui reposent sur des bases solides et celles qui ne sont que des conjectures habillées de mathématiques. Le premier chemin est le plus humble, celui qui change le moins. Commençons par les trous noirs laissés par la toute première génération d'étoiles. Celles que les astronomes appellent des étoiles à population 3. Ce furent les premières étoiles à briller, formées à partir de rien d'autre que l'hydrogène et le hélium primordiaux du jeune cosmos, non pollués par un élément plus lourd car aucune étoile n'avait encore vécu pour en produire un. En l'absence d'éléments lourds pour compliquer leur formation, ces premières étoiles ont pu devenir beaucoup plus massives que les étoiles actuelles. Et lorsque les plus massifs d'entre eux mourraient, ils s'effondreraient en trous noirs plus massifs que n'importe quel cadavre stellaire ordinaire. Peut-être quelques centaines de soleils, plutôt que quelques dizaines. Cela vous donne une longueur d'avance. Une graine plus lourde atteint plus rapidement une masse finale donnée. Mais même la population la plus généreuse, nourrie à 3 graines au plafond confortable, peine encore à atteindre des dizaines de millions de soleils dans le temps imparti. L'avance est un atout. Ce n'est probablement pas suffisant à lui seul. Cette méthode n'utilise que des ingrédients dont nous sommes raisonnablement sûrs de l'existence, ce qui constitue son principal atout, mais elle repose fortement sur le bon déroulement des événements pendant une très longue période. La seconde voie fait l'impasse sur l'humble graine et tente de créer un immense trou noir en une seule étape spectaculaire. On appelle cela un effondrement direct. L'idée est que, dans des conditions particulières de l'univers primitif, un vaste nuage de gaz primordial pourrait s'effondrer directement en un seul objet énorme, sans se fragmenter au préalable en étoiles ordinaires. Normalement, un grand nuage de gaz se fragmente en s'effondrant, se divisant en de nombreuses étoiles plutôt qu'en une seule géante. Mais si les conditions sont réunies, si le gaz est maintenu suffisamment chaud et homogène pour résister à la fragmentation, tout le nuage pourrait converger vers l'intérieur et produire un germe de trou noir d'une puissance de plusieurs dizaines de milliers, voire de 100 000 soleils dès le départ. C'est un avantage colossal. Et cela simplifie considérablement le problème de l'horloge, car on ne construit plus 50 millions de soleils à partir d'un cadavre stellaire. Vous le construisez à partir de quelque chose déjà énorme. Le hic, c'est que l'effondrement direct nécessite une recette délicate, des conditions particulières qui n'ont peut-être existé que dans de rares poches de l'univers primitif. Elle est motivée par des raisons physiques et prise au sérieux, mais elle exige des circonstances particulières, et la fréquence à laquelle la nature les a réellement provoquées reste véritablement incertaine. La troisième voie est une cousine de la deuxième. Plutôt que de passer directement à un trou noir,
Imaginons d'abord un objet intermédiaire. Une seule étoile monstrueuse, bien plus grande que tout ce qui existe aujourd'hui. Une étoile supermassive, peut-être de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de soleils, faiblement liées entre elles, brillant énormément et destinée à s'effondrer assez rapidement pour former un germe de trou noir massif. Certains modèles décrivent une structure similaire, une quasi-étoile, dans laquelle un trou noir en croissance est enveloppé dans une enveloppe stellaire gonflée qui se nourrit de l'intérieur, tandis que le tout brille comme une étoile titanesque vue de l'extérieur. Si tout cela vous semble familier, c'est normal. Cela rime de façon trou noir avec l'image que nous avons créée précédemment. Un trou noir enfoui dans une vaste enveloppe de gaz incandescente. Cette ressemblance peut être une simple coïncidence linguistique ou bien un indice suggérant que la première phase d'alimentation et la première phase de formation des graines décrivent des phénomènes physiques qui se chevauchent. Ces origines d'étoiles supermassives et de quasi-étoiles sont théoriquement séduisantes, mais elles impliquent des objets qu'aucun télescope n'a jamais confirmés, des structures que nous pouvons modéliser mais que nous n'avons jamais clairement observées. La quatrième voie repose sur le surpeuplement. Au cœur dense d'un jeune amas d'étoiles, les étoiles sont si serrées qu'elles entrent en collision et fusionnent. Et le produit en croissance s'enfonce vers le centre et en absorbe davantage. Un embouteillage incontrôlable qui pourrait, par simple congestion, former un germe de trou noir massif. Elle utilise des ingrédients dont nous savons qu'ils existent, des amas denses et des étoiles en collision. Mais la question de savoir si cette plante incontrôlable produit de manière fiable des graines suffisamment grosses et suffisamment rapidement reste ouverte. Et puis il y a la cinquième voie, celle qui se distingue des autres car elle ne construit pas le trou noir à partir d'éléments de l'univers, qu'il s'agisse d'étoiles ou de gaz. Elle suggère que certains trous noirs ne se sont jamais formés par l'effondrement de la matière. Ils sont nés au premier instant de l'univers lui-même, dans les densités extrêmes du Big Bang, lorsque des régions du cosmos naissant étaient peut-être suffisamment compactes pour s'effondrer directement en trous noirs avant même qu'une seule étoile n'existe, avant les galaxies, avant même que les atomes ne se soient stabilisés. Ce sont des trous noirs primordiaux, et s'ils existent, ils résolvent le problème de l'horloge de la manière la plus radicale qui soit, en rendant la graine plus ancienne que tout. Il n'est pas nécessaire de faire croître rapidement un trou noir au cours du premier milliard d'années s'il était déjà là dès la première seconde. C'est une idée véritablement spéculative. Aucune détection confirmée d'un trou noir primordial n'a été effectuée, et le concept reste fermement ancré dans la catégorie des possibilités plutôt que dans celle des faits établis. Mais il ne s'agit pas non plus d'absurdité marginale. Ce phénomène est pris suffisamment au sérieux pour que, lors de la publication des propriétés extrêmes de QSO1, certains chercheurs aient explicitement évoqué l'hypothèse des trous noirs primordiaux comme moyen d'expliquer un trou noir si massif, si précoce dans un gaz si pur. Nous devrions l'interpréter avec la plus grande souplesse que les preuves l'exigent. Un candidat intéressant, pas une conclusion. Alignez ces 5 voies et vous pourrez voir la forme de l'incertitude sincère. D'un côté, l'idée, certes fondée mais dépassée par le temps, de graines stellaires poussant au plafond. Au milieu, les idées, motivées physiquement mais soumises à des conditions particulières, d'effondrement direct, d'étoiles supermassives, de quasi-étoiles et d'étoiles fugitives en amas, utilisant des ingrédients réels dans des circonstances exigeantes. À l'autre extrémité du spectre, l'hypothèse exotique de trous noirs plus anciens que la lumière des étoiles elles-mêmes. Aucun d'entre eux n'est confirmé. Le petit point rouge ne nous donne pas la réponse à la question de savoir lequel est correct. Ce que cela fait, et c'est là l'essentiel, c'est changer les termes de l'argument, et cela les change dans une direction qui rend plusieurs de ces idées autrefois désespérées beaucoup plus raisonnables. Voici comment les nouvelles preuves redéfinissent le problème, élément par élément. Le premier changement concerne la visibilité, et il est subtil mais puissant. Pendant des années, l'une des raisons pour lesquelles l'existence de trous noirs géants primitifs semblait si impossible était que nous n'en avions tout simplement pas observé beaucoup en train de grandir. Si l'univers s'est affairé à construire 50 millions de trous noirs solaires au cours de ces premiers centaines de millions d'années, où étaient-ils tous passés? Ces petits points rouges pourraient bien être la solution pour attirer la foule.
Si ces centaines d'objets rouges compacts sont en réalité de nombreux trous noirs se nourrissant frénétiquement à l'intérieur de cocons de gaz denses, alors l'univers primitif était rempli de trous noirs en croissance. Nous ne pouvions tout simplement pas les reconnaître, car le cocon les dissimulait. Cela a permis de dissimuler les rayons X qui auraient révélé qu'ils alimentaient des trous noirs. Elle adoucit et atténua leur lumière, jusqu'à ce qu'elles se fassent passer pour des galaxies surdimensionnées. L'accrétion cachée, la croissance se produisant derrière un voile, aurait rendu la croissance précoce des trous noirs systématiquement facile à négliger. Et cela change complètement la perception de la rareté. Peut-être que les premiers trous noirs géants n'ont jamais été aussi rares qu'on le pensait. Peut-être étaient-ils communs et simplement dissimulés. Et Webb a finalement levé suffisamment le voile sur un nombre suffisant d'entre eux pour révéler une population qui était là depuis tout ce temps, se nourrissant dans l'ombre. Le deuxième changement concerne les semences. Si certains de ces trous noirs étaient déjà surmassifs si tôt, éclipsant déjà leur galaxie alors que le gaz qui les entourait était encore chimiquement vierge, alors la modeste théorie de la germination stellaire est soumise à une forte pression, et les théories de la germination plus lourdes gagnent du terrain. Il est beaucoup plus facile d'expliquer un trou noir de 50 millions de soleils vieux, de 750 millions d'années, s'il ne s'est pas formé à partir d'une seule étoile morte, mais à partir d'un objet déjà massif, un germe d'effondrement direct de dizaines de milliers de soleils ou plus. Pourtant, les preuves ne prouvent pas l'existence de graines lourdes, mais elles penchent en leur faveur car l'alternative, qui consiste à tout construire à partir de minuscules graines, se heurte sans cesse à cette horloge implacable. Quand on mesure réellement un trou noir aussi gros, dans un gaz aussi pur et à un stade aussi précoce, les théories qui donnent au trou noir un avantage considérable cessent de paraître exotiques et commencent à paraître nécessaires. Le troisième quart de travail concerne l'alimentation elle-même. Le cocon n'est pas qu'un déguisement. Il pourrait s'agir d'un mécanisme. Un trou noir enfoui dans une enveloppe de gaz extraordinairement dense est un trou noir qui dispose d'une énorme réserve de nourriture immédiate, juste contre lui. Certains chercheurs ont suggéré que, dans de telles conditions, les trous noirs pourraient se nourrir encore plus rapidement que le plafond acceptable, dépassant brièvement la limite d'Eddington par à-coup. Car le gaz dense environnant peut piéger le rayonnement extérieur et l'empêcher d'emporter le repas. Il est important de préciser comment un cocon peut accélérer l'alimentation car il transforme le déguisement en moteur et s'appuie sur la même limite que nous avons rencontrée il y a un instant. Rappelez-vous pourquoi les trous noirs ont une limite de vitesse naturelle. Lorsque le gaz s'accumule et s'illumine, sa lumière se propage vers l'extérieur. Et une fois que cette poussée vers l'extérieur équilibre l'attraction gravitationnelle vers l'intérieur, le trou noir commence à expulser le gaz même qu'il essayait d'engloutir. Mais remarquez la présomption cachée dans cette histoire. Cela suppose que la lumière puisse sortir. Elle suppose que le rayonnement s'échappe librement dans l'espace où il peut remplir sa fonction de repousser les gaz. Maintenant, enfouissez le trou noir sous un linceul si épais que la lumière ne puisse s'en échapper. Un cocon si dense que les photons y sont piégés, absorbés et réabsorbés, incapable de s'en échapper. Dans cette situation, le rayonnement perd son pouvoir de contrôler le gaz. Elle ne peut repousser ce qu'elle ne peut atteindre. La pression qui normalement limiterait l'alimentation est emprisonnée à l'intérieur de l'enveloppe, et la gravité, sans entrave, continue d'attirer la matière. Le trou noir peut, pendant un temps, s'alimenter plus rapidement que ne le permet la limite habituelle, lors d'une poussée de ce que les astronomes appellent une croissance super-Eddington, précisément parce que son propre cocon étouffe le rayonnement qui, autrement, le ralentirait. Et cela boucle la boucle que nous avions entamée bien plus tôt. Un trou noir alimentant une telle énergie, bien au-delà de la limite de la douceur, déverse un torrent de rayonnement à haute énergie, exactement le type de lumière dure et ionisante nécessaire pour faire fluorescer une forêt de fer et pour propulser l'hydrogène dans une émission intense. L'alimentation frénétique et l'étrange spectre énergétique ne sont pas deux énigmes distinctes. Il s'agit du même phénomène observé sous deux angles différents. Le cocon qui dissimule le trou noir à nos télescopes à rayons X est peut-être aussi ce qui lui permet de se nourrir abondamment. Et c'est peut-être cette frénésie alimentaire qui illumine le cocon au départ. Déguisement, festin et éclat réunis en une seule structure. Si cela est exact,
Alors la phase d'enveloppe dense que nous avons disséquée tout au long de cette histoire n'est pas un simple déguisement que porte le trou noir par hasard. Il s'agit peut-être de l'événement principal, la phase de croissance rapide durant laquelle ces géants ont acquis la plus grande partie de leur masse, restés cachés à la vue pendant tout le temps où ils sont devenus énormes. Cela permettrait de battre le chronomètre non pas en changeant la graine, mais en accélérant l'alimentation, ce qui signifie que les petits points rouges ne sont pas simplement des trous noirs que nous n'aurions pas remarqués. Ce sont des trous noirs pris au piège, dans leur phase la plus vorace, la plus formatrice. Et le quatrième changement est celui qui va le plus loin, celui qui touche à la plus ancienne hypothèse de toutes. Il s'agit d'ordre. L'histoire rassurante, celle que chaque schéma dans chaque salle de classe codifiait silencieusement, était la suivante. Tout d'abord, vous construisez une galaxie. Le gaz s'accumule, les étoiles s'enflamment. La galaxie devient massive sur de très longues périodes. Au fil de leur évolution, les grandes étoiles meurent et laissent place à des trous noirs. Ces trous noirs dérivent vers le centre et s'engraissent lentement et doucement grâce à tout ce que la galaxie leur fournit, jusqu'à ce qu'un trou noir supermassif se retrouve finalement au cœur d'une galaxie mature. Un petit passager clandestin, une fraction de % du tout. La galaxie d'abord, le trou noir ensuite. Le trou noir est petit. C'était l'ordre. Les petits points rouges indiquent que, du moins dans certains systèmes anciens, cet ordre est tout simplement erroné. Dans QSO 1, nous n'avons pas trouvé de galaxie mature avec un trou noir proportionnellement modeste en son centre. Nous avons découvert un trou noir gigantesque, quasiment dépourvu de galaxies, enveloppé d'un gaz si pur que presque aucune étoile n'a pu y naître et y mourir. Si le trou noir a déjà une masse de 50 millions de soleils et que la galaxie n'en est qu'à ses balbutiements, alors dans ce système, le trou noir ne s'est pas développé à l'intérieur de la galaxie. La galaxie, au contraire, commence seulement à se développer autour du trou noir. Et cela inverse la séquence. Cela suggère que certains des premiers trous noirs gigantesques sont apparus en premier, et les galaxies en second, se formant en présence d'un trou noir déjà géant. C'est cette inversion qui explique pourquoi la phrase associée à toute cette histoire correspond à l'idée que cela concerne un certain type de théorie et non une bonne nouvelle. Il est essentiel de préciser à qui cela est préjudiciable, car il est facile d'exagérer. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour la Terre. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour l'univers, qui continue à faire exactement ce qu'il a toujours fait, indifférent à notre surprise. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour le Big Bang, qui reste totalement insensible à tout cela. Il ne s'agit pas de l'effondrement de la cosmologie, ni de la découverte d'un élément malveillant ou menaçant. La mauvaise nouvelle est circonscrite et spécifique, et elle se rapporte à la version la plus simple d'une histoire. La galaxie bien ordonnée, premier récit de la formation des trous noirs supermassifs. Selon cette théorie, les trous noirs sont le produit lent des galaxies qui se sont formées avant eux. Les quelques points rouges indiquent que, dans au moins certains systèmes primitifs, le trou noir était déjà dominant alors que la galaxie était encore petite, chimiquement primitive ou à peine assemblée. Le modèle simpliste de la galaxie d'abord ne peut pas facilement intégrer un trou noir, dont la masse dépasse de nombreuses fois celle de sa propre galaxie au cours du premier milliard d'années de l'univers. Cette photo n'est pas détruite. Ce n'est pas inutile. Dans l'univers actuel proche, les trous noirs et leurs galaxies évoluent bien ensemble selon cette association familière. Et ce partenariat est réel et bien mesuré. Mais en tant que récit universel des origines, la version la plus simple a été considérablement compliquée. Il y a au moins un canal entier qu'il n'avait pas anticipé. Une phase initiale où le trou noir domine la galaxie s'ensuit. Il existe même une possibilité encore hypothétique, musique, que les trous noirs aient en fait plus que simplement arriver en premier. Ils ont peut-être contribué à façonner ce qui a suivi. Un trou noir géant, se nourrissant au centre d'un système en formation, déverse de l'énergie. Et cette énergie peut chauffer, agiter et disperser le gaz environnant. Dans l'univers mature, ce type de rétroaction des trous noirs est censé contribuer à réguler l'expansion des galaxies ou à favoriser la formation d'étoiles. Si un trou noir était déjà énorme alors que sa galaxie était encore en formation, il se peut qu'il ait été l'un des artisans de cette formation, contribuant à déterminer comment, à quelle vitesse et même si des étoiles se sont formées autour de lui. Le passager était peut-être l'architecte. Il s'agit là d'un renversement de rôle frappant,
Et c'est précisément le genre de possibilité que les nouvelles preuves ouvrent sans pour l'instant la confirmer. Il est possible que ce phénomène aille encore plus loin, transformant le trou noir, initialement un phénomène précoce, en une cause active de ce que sa galaxie est devenue. Un trou noir qui se nourrit n'est pas un locataire tranquille. La même accumulation qui lui donne sa couleur incandescente projette également de l'énergie vers l'extérieur, dans le gaz environnant, le chauffant et le brassant. Et dans l'univers mature, on pense que ce déversement agit comme une sorte d'influence sur la galaxie environnante. Injectez suffisamment d'énergie dans le gaz et vous pourrez le maintenir trop chaud et trop turbulent pour qu'il s'effondre et forme des étoiles. Formation d'étoiles par étranglement. Dans d'autres conditions, ces mêmes perturbations peuvent comprimer le gaz et déclencher des épisodes de formation d'étoiles. En résumé, le trou noir a son mot à dire sur la croissance de sa galaxie et sur la manière dont elle évolue. Rappelons-nous maintenant ce que nous avons réellement découvert autour de QSO-1, un trou noir de 50 millions de soleils enveloppé de gaz presque chimiquement vierge, une galaxie qui a à peine commencé à former des étoiles. Le récit centré sur la galaxie peinait à expliquer ce vide, mais le récit centré sur un trou noir offre une possibilité tentante. Et si la galaxie était une coulée d'étoiles, non pas parce qu'elle n'a pas eu le temps de former des étoiles, mais en partie parce que le trou noir ne le permettait pas. Et si un moteur déjà gigantesque avait chauffé et brassé le gaz environnant, empêchant l'effondrement total en étoiles, de sorte que le trou noir est grossi tandis que la galaxie restait mince. Selon cette perspective, la couche haute vierge et clairsemée n'est pas simplement la preuve que le trou noir est apparu en premier. Il pourrait s'agir d'une cicatrice laissée par la présence du trou noir, une galaxie dont la lenteur même de sa formation a été façonnée par le géant qui se trouvait déjà en son cœur. Il s'agit là, pour être clair, d'une interprétation qui va au-delà de ce qu'a montré toute mesure prise isolément. Nous n'avons pas observé de trou noir réguler une jeune galaxie dans l'univers primitif. Nous avons découvert un trou noir et une galaxie étrangement souterraine partageant le même minuscule fragment d'espace ancien, et nous nous demandons si l'un aurait pu influencer l'autre. Mais le simple fait que la question soit désormais raisonnable témoigne de l'ampleur du changement de situation. Nous sommes partis de l'idée que les trous noirs étaient les petits produits tardifs des galaxies. Nous terminons sur la possibilité réelle que, dans certains des systèmes les plus primitifs, le trou noir ait été le partenaire dominant depuis le début, arrivant en premier, se nourrissant le plus intensément et contribuant à écrire l'histoire de la galaxie qui se serait lentement constituée autour de lui. Ce qui nous amène enfin à l'honnêteté et au titre qui a tout déclenché. Webb a-t-il enfin expliqué la signification des points rouges? La réponse sincère doit contenir deux choses à la fois et refuser de les réduire à un slogan. D'un côté, non. Le Webb n'a pas fourni d'explication universelle et définitive qui englobe chaque petit point rouge dans le ciel. Au vu des preuves disponibles, ce n'est pas possible. Et les chercheurs qui effectuent ces travaux sont les premiers à le reconnaître. Les points peuvent ne pas former une classe parfaitement uniforme. Certains sont très probablement dominés par des trous noirs, comme ceux dont nous avons retracé les spectres profonds et les masses directes. D'autres peuvent être de véritables mélanges, un trou noir enfoui et une véritable galaxie environnante, contribuant chacun à la lueur. Certaines pourraient s'avérer être des sursauts compacts de formation d'étoiles ou des trous noirs ordinaires en pleine alimentation, observés à travers des matériaux inhabituels, ou encore des objets capturés à différentes étapes d'un même processus d'évolution. Le surnom « petit point rouge » décrit l'apparence d'un élément sur une image. Il ne s'agissait jamais d'une classification physique complète, et la traiter comme telle reviendrait à répéter l'erreur même qui a déclenché la panique. Affirmer que chaque point a désormais été expliqué de manière concluante serait aller trop loin, précisément comme se refuse à le faire une science rigoureuse. D'un autre côté, oui, quelque chose de réel et d'important a été expliqué, et ce serait faire preuve de fausse modestie que de prétendre le contraire. Webb a fourni à ce jour les preuves les plus convaincantes qu'au moins une partie importante de cette population est constituée de trous noirs à croissance rapide, enveloppés dans des cocons de gaz denses et incandescents. Ce n'est pas une suggestion vague. Il est ancré dans un spectre profond où plus de 40 éléments, dont une véritable forêt de fer, convergent tous vers un puissant moteur enfoui, entouré de gaz dense.
Elle s'appuie sur la résolution de contradictions qu'aucune idée plus simple ne saurait démêler. Les deux galaxies massives se sont dégonflées, les rayons X manquants ont été expliqués, les couleurs étranges ont trouvé leur place. Et elle repose sur la première pesée directe, basée sur la gravité, de l'un de ces trous noirs. Une mesure qui ne reposait que sur le mouvement et la masse, et qui pourtant révélait un géant qui éclipsait sa galaxie. Pour certains objets, l'argument est aussi solide que le permet cette jeune science. La population dans son ensemble n'est pas entièrement élucidée, mais le cœur du mystère a été atteint. Et à l'intérieur, il n'y avait pas de galaxie impossible. C'était un trou noir qui se nourrissait, caché et déjà immense. Les questions qui demeurent ne sont donc pas les questions désordonnées de gens qui ne comprennent rien. Ce sont les questions pointues et précises de personnes qui ont beaucoup appris et qui peuvent désormais voir exactement ce qu'elles ignorent encore. La plupart des petits points rouges sont-ils dominés par les trous noirs, ou seulement certains? Les autres étant un mélange d'autres choses. Les différents objets que nous voyons représentent-ils différentes étapes d'un même processus évolutif? Un début enfoui, un milieu qui fuit entrevu dans le point radiographique, une fin visible, ou s'agit-il réellement d'objets différents qui se ressemblent simplement de loin? Combien de temps dure la phase de cocon? Un bref éclair ou un long chapitre? Et est-ce pour cela que les points apparaissent à une époque donnée puis disparaissent? Qu'est-ce qui crée le gaz dense qui forme le cocon? Et qu'est-ce qui la protège du trou noir qui la dévore de l'intérieur? Quelle était la taille des graines d'origine? Des cadavres humbles et stellaires qui grandissent vite, ou de lourdes graines qui naissent grandes? L'ensemble de la population exige-t-elle plus d'un canal, certains points étant construits d'une manière et d'autres d'une autre? Et à quel point est-ce fréquent en réalité? Les trous noirs qui surpassaient leur jeune galaxie étaient-ils une poignée d'anomalies ou une phase primordiale répandue que l'univers entier a traversée avant de la dépasser? Chacune de ces questions est désormais une problématique que l'on peut explorer à l'aide d'instruments et d'observations, et non plus un brouillard que l'on ne peut que contempler. Voilà à quoi ressemble réellement le progrès dans ce domaine. Non pas la fin du mystère, mais son raffinement en quelque chose auquel on peut répondre. Revenons donc en arrière et considérons ce qui est arrivé discrètement à notre vision des débuts. Nous sommes partis du principe que les premiers chapitres de l'histoire cosmique racontèrent l'histoire des galaxies, la lente accumulation de gaz dans les premières grandes îles d'étoiles, avec les trous noirs comme sous-intrigues tardives et mineures, se déroulant en leur centre. Le web ne cesse de nous fournir des preuves que nous avons peut-être mal interprétées au moins une partie de cette histoire. Dans les petites taches rouges compactes dispersées à travers le jeune univers et dans celles que nous avons réussi à peser. Nous n'assistons évidemment pas à la formation des premières galaxies, puis à la croissance de trous noirs. Nous sommes peut-être en train d'assister à quelque chose de plus étrange et de plus bouleversant. Il se pourrait que nous assistions à la formation de jeunes galaxies autour de trous noirs déjà gigantesques. Les trous noirs apparus en premier se sont nourris dans l'obscurité et ont dominé leur environnement avant même que celui-ci ne devienne véritablement une galaxie. Si ces points s'avèrent être bien cela, alors le web n'a pas simplement ajouté une nouvelle classe d'objets au catalogue. Elle a surpris l'univers dans un acte plus précoce et plus étrange que celui auquel nous nous attendions. Une phase où les grands cœurs obscurs précédèrent les corps qui un jour les abriteraient, dans laquelle le passager était pendant un temps le sujet principal. Nous sommes venus chercher les premières galaxies. Nous avons peut-être découvert les géants autour desquels ils se sont formés, et l'ordre bien rangé que nous avions autrefois dessiné sur le mur de la classe. L'idée que la galaxie d'abord, puis le trou noir, ne représente au mieux que la moitié d'une vérité bien plus ancienne et surprenante. 1. Les petits points rouges sont encore en train de raconter